Youtubeur automobile, image de passion, liberté absolue, conduire des voitures de rêve, assister à des événements prestigieux. Clairement, c'est un métier qui fascine. On a décidé avec Erwan de vous révéler certains chiffres, de vous révéler certaines réalités associées aussi, des anecdotes. C'est un sujet que tu voulais pas faire initialement, où tu étais réticent, tu t'es dit, mais non, les gens s'en foutent. En fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime faire, et ce que j'ai toujours fait sur mes réseaux sociaux, c'est parler de voiture. Et donc, parler de moi, et parler de ce que je fais derrière, etc., enfin, des backstage, quoi, ça me met toujours un peu mal à l'aise. Et je me dis toujours, mais est-ce que les gens, ça les intéresse? Sauf que, du coup, on en discutait, et en y réfléchissant, quand je rencontre des gens, n'importe où, dans la rue, dans des événements, ou n'importe quoi, qui me connaissent, via mon travail, la première question que les gens me posent, c'est, mais du coup, c'est ton vrai travail, comment t'en vis? C'est tout de suite. J'ai les mêmes. Et alors, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est normal d'avoir de la curiosité comme ça, mais en fait, j'ai l'impression d'être un robot dans ces moments-là parce que j'ai un speech que je répète depuis 7 ans, qui est toujours le même, qui dure 15 minutes. J'ai pas encore le speech parce que moi, c'est plus récent. Ah ouais, et c'est vrai que, et je m'en plains pas, c'est une reconnaissance. Puis les gens sont curieux, c'est normal. C'est vrai que dans la rue, de manière hasardeuse, on croise quand des youtubeurs? Jamais. Et c'est un nom qui est entouré de plein de fantasmes. C'est comme le terme influenceur. T'as tout et son contraire. T'as Nabila et je sais pas moi, quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit que ça intéresserait d'autant plus notre audience que des gens qu'on croise dans la rue ou dans des soirées, parce que ce sont des passionnés automobiles et ils doivent se dire, mais comme ça doit être génial de gagner sa vie de sa passion, et ils ont raison. Et c'est un kiff, et donc je voulais en parler. Oui. Donc bienvenue sur ce podcast de Parlons Bagnole. Je suis Erwan de Nanteuil. C'est la première fois que pourquoi je dis mon nom de famille, monsieur? J'ai pas eu mon café encore. Je suis Erwan TGD. Je suis en compagnie d'Alex Wagner. On a des doubles cafés ce matin. Ouais, là la dose de café est Alex importante. Wagner, l'ingénieur des cryptes, en effet. C'est ça, parce que toi, Alex, t'es en full décalage horaire. Oui, je reviens de la Guadeloupe, donc pour moi, il est 5 heures du mat, là. Non, voilà. 4 heures du mat, et je le sens. Imaginez comment on se donne pour faire ce podcast. Oh là là, c'est fou. Mettez un like. Erwan, on a des chocolats pour aller avec le café ce matin. Ah bon? Et tu sais pourquoi? C'est assez intéressant. J'ai ouvert un colis ce matin au réveil. Vous savez qui nous a envoyé des chocolats? Alors pour ceux qui écoutent en audio, j'ai une un bel emballage, les chocolats des Français. On a 2 gammes de chocolats différents là. C'est un placement de produit, je suis pas au courant. Alors, je vous explique. Et un porte-clés, et le courrier qui vient avec, c'est un courrier de mon assureur. Mais c'est pas l'assureur qui m'assure l'Alpina qui a été volée, parce que lui, je suis encore en train de je suis encore en train de ramer avec lui. J'aurais bien aimé qu'il m'envoie plus que des chocolats, mais un gros chèque, surtout, chèque que j'ai toujours pas. Là, c'est mon nouvel assureur. Parce que cette fois, vous imaginez, comme j'ai fait attention avec qui j'allais assurer mes voitures, parce que je suis vraiment mécontent de mon ancien assureur. Et j'avais choisi cet assureur parce que mon expert automobile m'avait dit qu'il avait un client chez cet assureur qui s'était fait voler une 330 GTC, donc une Ferrari des années 60 qui vaut 500 000 euros. Son assureur lui a remboursé dans la semaine les 500 000 euros. Donc je me suis dit, ah ça j'en veux. Alors je vais le nommer, c'est Iscox. Et là, il m'a envoyé des chocolats parce que pourquoi? C'est pour vous présenter nos sincères excuses pour le délai rencontré dans l'émission de vos pièces contractuelles. Alors oui, en effet, c'était un peu un bordel. J'ai attendu un peu trop longtemps les papiers. Mais juste parce que j'ai attendu trop longtemps les papiers, ils m'envoient des chocolats et un beau porte-clés. Et ils espèrent que de me témoigner leur considération pour m'offrir désormais un service irréprochable. Je pense qu'ils savent pas que je suis youtubeur, et de toute façon, même s'ils savaient, je suis un petit youtubeur. Donc la qualité de service, elle démarre là. On les remercie, mais il faut que là maintenant, faut falloir donner l'adresse parce que moi aussi je veux des chocolats. C'est Iscox, Hiscox. Ceci n'est pas un placement de produit. vu qu'on va rentrer dans le... On n'est pas payé par eux. Non, alors moi on aura le plaisir de manger des chocolats. Alors, pour parler, ça va être moyen. Ouais, c'est pour ça, moi je vais attendre. Mais je vais attendre que tu partes dans une diatribe pour manger mon premier chocolat. Non, mais c'est vrai que la première, c'est vrai que bon, toi, ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux sociaux? Parce que 2 ans à peu près. Ouais, alors non, attention. non, il y a une nuance. 2 ans dans l'automobile, mais avant t'étais sur les réseaux sociaux aussi.
Ouais, 4 ans dans les rencontres amoureuses pendant lesquelles j'ai posté 500 vidéos sur ma chaîne YouTube qui a accumulé un peu plus de 100 000 abonnés. Bah, c'est énorme. Donc effectivement, je démarrais pas de rien. Bah non, ouais. On va en parler plus tard. Et le pire, c'est que moi je le savais pas. C'est au détour d'une discussion. Mais tu t'es pas douté, tiens, cet Alex, il sort de nulle part, il est un peu à l'aise à parler à une caméra? Ben non. Ouais. Ça m'a T'as juste cru que j'avais ça dans le sang? Ouais, je sais pas. Ah non, c'est... Bah non, mais tu vois, je sais pas, enfin, tu vois, j'allais dire, t'as un certain âge. Oui, non, mais t'es plus âgé que moi. Même. 52 ans. Si tu veux, t'as eu 20 ans d'expérience entrepreneuriale, je sais pas ce que t'as fait, tu vois, ou même, oui, j'aurais pu présenter devant des publics, oui, voilà, effet, ouais. Tu sais, je sais pas, moi. Donc oui, j'ai appris qu'Alex était récemment youtubeur à plus de 100 000 abonnés. Ouais, les gars, les premières fois, quand il y a, donc ça fait 6 ans maintenant, quand j'ai commencé à enregistrer des vidéos, j'étais tellement pas à l'aise à parler à une caméra que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les nounours de ma fille, qui à l'époque était toute petite, j'ai fait une rangée de nounours derrière la caméra pour pouvoir parler aux nounours, et ça me débloquait. Bah oui, c'est comme, c'est un peu, ça me fait penser quand j'interviewe des gens qui sont pas habitués à passer à la caméra, je sais pas moi, des gens qui possèdent des garages, des concessions, autres, je leur dis toujours, oublie pas que c'est une discussion. Parce que les gens sont happés par la caméra, ça fiche complètement, puis tu sais, ils savent pas quoi faire de leurs mains, ils savent pas quoi où se mettre. Mais c'est comme quand on prend une pause pour être photographié. En fait, si on n'est pas mannequin, bah en fait, ça nous fige. Oui, c'est très bizarre. Et oui, donc je comprends la technique des nounours. Moi, pour le coup, j'en ai pas eu besoin. Je pense que je parlais déjà trop. Mais mais c'est vrai que non, mais moi, la première. Du coup, aujourd'hui, quand on te pose la question, tu dis que tu fais quoi? Alors, parce que t'as tellement de casquettes, toi? Oui, je dis que c'est compliqué. Ça dépend à qui je parle. Parfois, je parle de YouTube. Parfois, je parle d'immobilier locatif avec des revenus plus ou moins passifs. Parfois, je parle du projet que je suis en train de monter et je vais vous en parler dans quelques semaines. Finalement, t'es un entrepreneur, en fait. C'est ça que je dis, ouais. Sauf que entrepreneur, moi, ça me fait rire. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit, sur ma bio Instagram, il y a marqué entrepreneur. Ouais. Parce que techniquement, je me considère plus comme un entrepreneur. Oui, tu l'es complètement, oui. Et sauf qu'entrepreneur, t'as l'impression qu'aujourd'hui, tu vends forcément des formations, quoi. Oui. Et pas genre de manière négative. Oui. Et du coup, ça me fait rire. Mais sauf que toi, enfin, t'as monté des boîtes, t'as revendu, t'as fait plein de trucs, donc. Il y a plein de façons d'être entrepreneur. Ben oui, en fait. Entreprendre, c'est construire quelque chose, c'est prendre une décision le jour J, l'implémenter le jour J plus 1, voir les résultats le jour J plus 2, s'occuper de toute la globalité d'un projet et pas juste une petite case. C'est pour ça que j'ai quitté mon métier d'ingénieur. En fait, j'ai tenu 3 ans et je n'arrivais pas à m'occuper juste d'une petite case d'un projet. Ah ouais, ça, on a ça en commun. Ouais. On a ça en commun. Moi, je suis incapable de faire un truc. Ouais. Je peux pas, ça m'ennuie instantanément. Dès que j'ai fait le tour de cette tâche, ça me. Ouais, c'est ça. Et c'est pas pour autant que je suis bon à cette tâche, mais j'ai besoin de faire plein de trucs. On est d'accord. Et donc au final, c'est vrai que le métier de youtubeur. Là pour le coup, pour faire plein de trucs, t'es servi, ouais. Ah bah oui, là on est servi à l'appel. On va en parler. Ouais. Et donc donc tu dis que t'es entrepreneur. Bah c'est vrai que moi je dis que je suis youtubeur, parce que quand je dis que je suis influenceur. Parfois ça m'amuse de dire youtubeur parce que ça véhicule beaucoup de connotations assez amusantes. Parfois je dis influenceur et ça fait rigoler. Youtubeur, influenceur, les gens savent pas où te mettre. Ouais. Youtubeur, déjà ça parle beaucoup plus en général, parce que youtubeur c'est qui fait des vidéos. Influenceur, ça rentre dans tellement de cases. Créateur de contenu, pour avoir une plateforme OnlyFans, on saurait pas ce que c'est. C'est sûr, donc on n'est pas sûr. Et donc moi je dis toujours youtubeur. Comme ça, au moins, mais c'est marrant, il y a une connotation, genre, quand tu dis influenceur, il y a un flou, généralement. Quand tu dis youtubeur, il y a un truc. Dans le regard des gens qui explose en mode, ah ouais, t'es youtubeur. Mais c'est ton vrai métier? Oui. Mais t'en vis? Oui. Tu fais ça depuis longtemps? Oui. C'est toujours les trucs. Mais c'est vrai que c'est un métier qui fascine. Et surtout, c'est un métier qui est pas très palpable parce que, forcément, c'est le principe des réseaux sociaux. On voit l'audience, enfin nous-mêmes en tant que consommateurs de réseaux sociaux, on voit toujours ce que les gens postent. Donc on voit jamais ce qu'il y a derrière. Ouais. Et même si vous me direz si ce sujet est intéressant en commentaire. Mais du coup dans cet épisode, on va surtout parler de ça et des backstage, de est-ce que c'est à ce point le rêve? Ouais. À commencer par des chiffres. Des chiffres. Et des chiffres, il y a plusieurs façons déjà de les interpréter parce que il y a plusieurs façons d'être YouTube automobile.
on peut créer une plutôt grosse société avec une grosse équipe, et là ça va être plutôt le cas de nos amis de chez Sans-Bornes. Je les salue. Sans-Bornes, le vendeur automobile, POA. Ouais, où là ils ont pris le parti de faire un gros chiffre d'affaires avec beaucoup de production et une grosse équipe derrière pour assurer tout ça. L'extrême inverse, ça va être quelqu'un comme moi qui est un homme à tout faire. J'ai pas de cadreur, j'ai pas de monteur, j'ai rien du tout, je fais tout. Forcément, j'ai des charges qui sont bien moindres. Forcément, j'ai un output en termes de production qui est moindre aussi. Donc, qui sait qui va avoir davantage de bénéfices nets en fin d'année? Bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, tu vois, moi je pense aux trois qu'on a cités, POA, le vendeur automobile et Sans-Bornes, c'est effectivement des grosses équipes avec des rendements et pourtant même au sein, on va pas parler pour eux, mais c'est vraiment des fonctionnements de grosses sociétés. Ouais. Toi, effectivement, t'es tout seul. Moi, je suis pas tout seul. Toi, t'es entre les deux. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un cadreur. J'ai un cadreur qui fait monteur aussi, et j'ai un commercial. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai depuis 2 ans, j'ai plus du tout la gestion, on va dire, commerciale de mon activité. Enfin, je la gère évidemment, je la surplombe, je la manage, mais le service client, c'est plus moi qui le fais. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous amène déjà dans un premier temps à la première question qu'on nous pose, c'est comment vous gagnez de l'argent ? Eh oui. Comment ça fonctionne ? YouTube. Moi, la deuxième question, c'est est-ce que c'est YouTube ou est-ce que c'est les marques ? Eh ben, c'est les deux. Eh ben, non, c'est les marques. Alors, oui, on va en parler. Déjà, ce qui est fascinant, c'est qu'en effet, on a des revenus YouTube. Et c'est fascinant parce que, imaginez, on poste une création sur YouTube et on a de l'argent qui arrive sur notre compte en banque payé par YouTube. Enfin, c'est quand même assez magique comme métier. Non, c'est pas magique. Bah, c'est de la vente de temps d'attention. Alors, oui, mais du point de vue du créateur, je veux dire, t'as rarement ce genre un business aussi minimaliste et limpide que de juste poster quelque chose et d'avoir de l'argent qui arrive en face. Oui, certes. Après, ça peut faire rêver de ce point de vue-là. Pour expliquer d'ailleurs le fonctionnement, moi je l'explique toujours de cette manière, le fonctionnement des revenus YouTube, il faut s'imaginer qu'il y a 3 entités. Il y a le créateur, YouTube et une entreprise lambda, mettons une entreprise de chocolat. L'entreprise de chocolat a fait une publicité et elle veut toucher une audience X, j'en sais rien moi. C'est avant les fêtes, donc ils veulent toucher des familles, par exemple. Ouais. La boîte de chocolat va voir YouTube en disant bonjour, on a fait une pub, on veut toucher telle audience durant telle période, combien ça coûte pour voilà, avoir ces résultats-là. YouTube va dire écoutez, moi j'ai un créateur qui est juste là, dont l'audience correspond bien à ce que vous cherchez, donc YouTube prend l'argent de la boîte de chocolat et va mettre les pubs de chocolat au début de nos vidéos ou dans nos vidéos si l'audience correspond. Ouais. Et nous, en tant que créateurs, on va toucher en fait un pourcentage de ce que la boîte de chocolat a payé initialement à YouTube. Donc c'est un truc en triangle comme ça. Et la question, c'est combien ça rapporte YouTube ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que, en fait, ce qui va définir la rémunération d'un YouTuber, c'est la qualité de son audience. C'est-à-dire que si moi par exemple, je pense que c'est un peu pareil pour toi Alex, j'ai une audience qui est plutôt âgée. Moi, si je regarde mes stats, pareil. 70% de mon audience a plus de 30 ans. Ouais, j'ai la même. Et ça, tu vois, vu que nous, en tant que créateurs de contenu, en fait, on vend du temps d'attention. C'est ça qu'on vend. Notre business model, c'est ça. Ouais. On vend votre temps d'attention. Et le temps d'attention d'une personne qui est intéressée par l'automobile, déjà, ça signifie des moyens. Généralement, alors CSP+, c'est pas toujours vrai, mais déjà qui est intéressé à l'automobile, c'est un milieu où il y a de l'argent. De toute manière, il y a de l'argent qui circule. Si vous êtes intéressé par des chocolats, par exemple, c'est moins intéressant, ça représente une masse qui vaut moins d'argent. Je l'explique grossièrement. Ouais. Mais moi, par exemple, pour 100 000 vues, je vais être beaucoup plus rémunéré proportionnellement que quelqu'un qui fait 100 000 vues et qui parle à une audience de jeunes. Parce qu'une audience de jeunes sur les réseaux sociaux, c'est hyper facile à toucher. Ouais. Et du coup, déjà ça, il y a plein de différences. Donc moi, dans tous mes potes youtubeurs, et j'en connais beaucoup,
Il y a personne qui gagne la même chose avec la rémunération YouTube. Je vais quand même donner des ordres de grandeur. C'est faible, ce que YouTube nous verse directement. Faible. Alors, mes vidéos sont assez larges en termes de vues. Ça va de à peu près 6000 pour les moins vues jusqu'à 150 000 vues pour les plus vues dans les 30 premiers jours. On parle souvent dans le métier de YouTube des vues à 30 jours de la publication. Et ce que je vais recevoir directement de YouTube, ça va être entre 50 € et 300 € typiquement pour une vidéo. Donc oui, c'est bien, ça fait plaisir. Et non, ça ne permet pas d'en vivre, à moins d'avoir un output énorme. Mais on va en parler plus tard de tout ce qui est nécessaire pour faire une vidéo. Ça serait difficilement possible. C'est ça, tu vois. Alors moi, j'en profite pour regarder un peu les stats de certaines vidéos. Moi, en moyenne, ma chaîne fait entre 200 et 300 000 vues par mois, et ça me rapporte entre 800 et 1300 € par mois de chiffre d'affaires. Et ça, c'est du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Erwan a besoin de payer son équipe, son commercial, son monteur cadreur, donc ça serait à peine perdu. Salaire, les charges de la boîte. Tu ne pourrais pas en vivre si tu devais compter uniquement sur les revenus YouTube. Ah bah c'est impossible. Voilà. Et les seuls qui arrivent à en vivre, alors aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui rémunèrent, il y a TikTok qui rémunère, il y a Facebook qui rémunère. Donc le business model des réseaux sociaux, c'est d'être présent partout. Donc il faut multiplier les contenus, mais il faut avoir la capacité financière de multiplier les contenus, il faut avoir le temps, il faut découper, il faut poster partout, etc. Le temps c'est de l'argent. Et pour vivre uniquement des revenus YouTube, faut vraiment faire beaucoup de vues. Ouais. Faut vraiment faire beaucoup de vues. À partir d'1 million de vues par mois, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que 1 million de vues par mois, ça peut rapidement représenter, pour donner une fourchette large selon l'audience, entre 5 et 8 000 € par mois. Tu vois, tu fais 2 millions de vues par mois, ça représente énormément. Et quand tu vois des chaînes, genre, parce qu'en fait, il y a des ordres de grandeur qu'on n'estime pas. Mais quand tu vois des chaînes, je sais pas, genre, comme Squeezie ou des mecs comme ça qui font des 50 millions de vues par mois, ça représente des sommes d'argent colossales. Ouais. Et les gens se l'imaginent pas une seule seconde. Absolument. Mais d'ailleurs, je regarde, la vidéo qui m'a rapporté le plus d'argent sur ma chaîne, c'est la vidéo où, c'est une vidéo que j'avais fait avec Lucien, la boiserie, où c'est la vidéo de présentation du projet final de notre M3 au 46 Touring. Ouais. Donc la vidéo a fait 231 000 vues, donc c'est beaucoup, et m'a rapporté exactement. Ça, c'est pas ta vidéo la plus vue. Non, c'est pas ma vidéo la plus vue. C'est ma vidéo qui a rapporté le plus, donc 231 000 vues, elle m'a rapporté 1 300 €. Ouais. Et ça, c'est ton max. Ouais. C'est mon max, et dans mes vidéos les plus vues, la vidéo de présentation de la M3 Touring au début, avant c'est incroyable. Les stats de cette vidéo. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. Quand j'ai sorti la vidéo avec Lucien, où je présentais le projet de la M3 Touring, suite à cette vidéo, j'ai gagné 12 000 abonnés. Non. Si. Oh putain. Ah faut savoir que moi, le projet M3 Touring avec Lucien m'a fait gagner 40 000 abonnés en tout. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé ma chaîne. C'est à peu près mon total d'abonnés, puisque moi, je suis à 50 000. C'est un truc de fou. Ouais. Et cette vidéo-là, elle a fait, tu vois, c'est intéressant. La vidéo d'avant, elle a fait 230 000 vues. Elle m'a rapporté 1 300 €. Ouais. Et là, cette vidéo-là, elle a fait 350 000 vues. Donc plus de 100 000 vues de plus. Et elle m'a rapporté 1 200 €. Donc 100 € de moins. Comment t'expliques ça? Taux de rétention. Ah oui. Audience. Tu vois, c'est pareil, les pubs. Tu sais, tu mets plusieurs pubs dans une vidéo. Si un mec qui a un bloqueur de pub, ou qui a YouTube Premium, déjà, tu paies pas, tu touches pas, en tant que créateur, tu touches pas l'argent. Alors si, parce que tu touches une fraction de son abonnement de YouTube Premium. C'est vrai. Mais s'il a un bloqueur de publicité, parce que plein de gens ont, déjà, tu touches pas la rémunération, et ensuite, mettons, je sais pas, je mets 3 pubs dans une vidéo de 15 minutes. Ouais. Si une personne regarde les 3 pubs, proportionnellement, il m'aura rapporté plus que un mec qui regarde
les 7 premières minutes de la vidéo et Bien qui sûr. déclenche qu'une pub. Ouais. Et donc, si t'as un taux de rétention mauvais, et donc qu'au fur et à mesure de la vidéo, tout le monde part, et ben, les pubs qui sont au milieu, à la fin de la vidéo, elles sont pas déclenchées, proportionnellement. Et donc, ça rapporte moins. Et tu vois, là, je regardais les taux de rétention. Le taux de rétention de la vidéo où j'ai présenté la M3 Touring qui a fait 360 000 vues, il est à 38%. Donc, il y a 38% des gens qui ont regardé la vidéo. Et le taux de rétention de la vidéo où on présente le produit fini, le taux de rétention est à 60%. Et donc, en fait, ça explique que pour 100 000 vues de moins, bah, j'ai gagné 100 € de plus, proportionnellement. Et oui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de règle. Et pour encore compliquer le sujet, le YouTuber a la main sur la fréquence de pubs qui sont insérées. Par exemple, de mon côté, je choisis régulièrement d'en insérer strictement aucune, parce que j'estime que YouTube me verse pas suffisamment de revenus pour que j'emmerde mon public à l'interrompre avec des pubs. Donc ça complique encore plus. Mais tu sais que ça, c'est une vraie réflexion que j'ai eue plusieurs fois, et j'en ai parlé à plusieurs créateurs de contenu, notamment Valentin Simonet. Sa chaîne YouTube n'est pas monétisée. Bah ça m'étonne pas. Parce que il veut se concentrer sur la qualité de l'expérience pour celui qui regarde. Bah ouais. Et c'est vrai que moi... C'est mon pari aussi. Alors, tu vois, bon, d'un autre côté, je me dis, quand YouTube me verse 1000 €, bon, 1000 €, c'est 1000 €. Alors, c'est du chiffre d'affaires, on est d'accord, donc les ordres de grandeur sont... C'est pas 1000 € en perso, tu vois. Si j'avais 1000 balles dans ma poche, je serais content. 1000 balles dans mon chiffre d'affaires, c'est pas que je m'en fous, mais quasiment, quoi. Mais je me pose la question parce qu'en fait, bah, ça, je pense que ça emmerde largement. Bah, la question, c'est que ça se trouve qu'en ne gagnant pas ces 1000 € là, tu vas gagner davantage en revenus sponsors, parce que peut-être que tu auras un taux de rétention supérieur parce que les gens sont pas emmerdés par les coupures de pub. Parce que c'est très facile d'imaginer que dès qu'on insère une pub, c'est une opportunité. On est en train de dire au mec, bon, est-ce que t'es vraiment assez intéressé pour rester malgré cette pub, ou est-ce que là, finalement, tu vas te barrer? Mais c'est un calcul qui est très difficile à faire, et je pense... on peut même pas faire le calcul, en fait. En fait, le truc, c'est que c'est un calcul qui est pas faisable parce que ça voudrait dire que le taux de rétention, l'unique marqueur de la longueur du taux de rétention serait le fait d'avoir des pubs. Autrement dit, si tu mets pas de pub, sine qua non, t'as plus de taux de rétention. Sauf que c'est pas du tout vrai. Bah non. Le taux de rétention, il dépend de 10 000 paramètres. Il dépend de 10 000 paramètres. Donc, est-ce que ce petit truc va faire et qui moi potentiellement peut m'enlever 1000 €, 1000 € c'est mes pleins d'essence, c'est l'assurance des voitures, c'est bah tu vois 1000 €, c'est le paiement mensuel de mes 2 bagnoles. Bah mine de rien, c'est pas négligeable. Donc même si par rapport au chiffre d'affaires global c'est pas énorme, à la fin de l'année 1000 € par mois, ça fait 12 000 € dans l'année. 12 000 €, c'est pas négligeable. Et oui. Et c'est une vraie question. Bah c'est une vraie question. Mais donc pour l'instant, j'ai pas enlevé les pubs. Alors donc on en arrive à l'autre question, c'est si nos revenus ne viennent pas principalement de YouTube directement, ils viennent d'où? Bah réponse, en tout cas pour ma part, bah des marques partenaires avec lesquelles on travaille. C'est ça, exactement. Et j'ai eu la grosse surprise de signer mon premier partenaire sponsor dès mes 5000 abonnés. Et je m'attendais pas du tout. Ça c'est fou. Ouais, bah je m'y attendais pas du tout. Ouais. C'était qui? Car Vertical. Ah ouais. Ouais. Bah après, Car Vertical, ils ont vraiment une approche où ils veulent être absolument partout. Alors non, figure-toi, parce que je connais certains youtubeurs automobiles qui galèrent à être signés par Car Vertical, alors qu'ils ont beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'abonnements, beaucoup de vues, mais Car Vertical, pour leur image, veulent pas bosser avec eux. Donc ils prennent pas tout le monde, hein. Ouais, mais tu vois, enfin, c'est pas pour critiquer Akram, hein, loin de là, mais quand tu vois Akram qui fait des sponsors à l'appel avec Car Vertical, après en même temps, d'un autre côté, il a une telle audience que ça doit fonctionner. Parce que Car Vertical, il cherche une rentabilité de toute façon. Donc, il doit y avoir chez Car Vertical une multitude de paramètres aussi. Ouais. Mais du coup, moi, de la même manière que toi, moi, mon activité et ce qui me fait vivre, il y a différents trucs. Il y a les revenus YouTube, donc ça représente voilà entre 10 et 15 000 € par an. Il y a les partenariats qui représentent 85% de mon chiffre d'affaires. Pareil. Non, moi c'est même 90-95 parce que je suis quasiment démonétisé par choix, comme Valentin Simonet. Ouais, ça. Oui, bah c'est sûr.
Et donc moi ça représente 85% de mon chiffre d'affaires, et ensuite on va dire que YouTube ça représente 10% du chiffre d'affaires, un truc comme ça. Donc on va mettre 80% de partenariat, 10% de YouTube, et le reste, et les 10% restants, c'est je prends une commission sur une voiture que j'ai aidé à vendre. Ouais. Tu vois, je co-organise un événement, je prends des commissions dessus. Je prends des commissions sur des produits que je fais vendre, ou des trucs comme ça, ou des mises en relation. Voilà, il y a une partie un peu deal à droite à gauche, tu vois, qui rentre dans l'équation, qui est un peu aléatoire. J'ai déjà pris des commissions pour avoir vendu des montres, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est du réseau, c'est de l'utilisation du réseau pour le truc. Et enfin, pour faire fonctionner le bazar, quoi. Mais oui, les partenariats, c'est aujourd'hui, la plupart des youtubeurs vivent grâce aux partenariats. Oui, parce que si je donne un chiffre, tout à l'heure, je vous ai donné mon chiffre de revenu YouTube, en tout cas quand je monétisais une vidéo. Une vidéo me rapportait entre 50 € et le bout du monde, c'était 300 €. Bah, les marques partenaires sponsors, c'est plutôt non pas 50 à 300, mais plutôt de 300 à 2000 € par vidéo de chiffre d'affaires. Et moi, c'est beaucoup plus variable. Alors, je vais donner des fourchettes, mais moi, par exemple, en fait, le truc, c'est, alors déjà, il faut comprendre, pour bien comprendre les chiffres, que quand on dit un sponsor vidéo, ça veut dire ça peut vouloir dire plein de trucs. Ouais. Ça peut vouloir dire une intégration d'une minute 30. Ça peut vouloir dire une vidéo dédiée. Là, c'est pas du tout la même chose. Ça peut vouloir dire une intégration YouTube plus des contenus Instagram. C'est souvent le cas. C'est souvent vendu en package. Et bref, il y a plein de choses. Ça peut vouloir dire il peut y avoir de la vente d'images, de la vente de droits, de la vente de droits de propriété intellectuelle. Il peut y avoir de la marque blanche. Il y a une infinité de possibilités, en tout cas pour moi. Et donc, moi, un partenariat, ça peut aller on va dire que le minimum en moyenne, c'est 2000 à 30 000. Comme ça. Ah oui, c'est une fourchette énorme. Ben, c'est une fourchette énorme, mais parce que j'ai déjà fait des vidéos YouTube, avec des cachets à 5 chiffres, et le premier chiffre, c'est pas 1. Comme j'ai déjà fait des vidéos YouTube sponsorisées à 1500 balles. Bah oui, ouais. Et en fait, c'est parce que dans le package qui est plus gros, ça peut être une marque qui sponsorise l'intégralité de la vidéo, avec derrière 3 réels et des contenus où tu mets des liens, où il y a de la vente de droits, où il peut y avoir plein de trucs. Donc en fait, ça fait des packages hyper différents, et ça peut aller du simple au x10, quoi. Selon, c'est pareil, tu t'adaptes aussi au budget de la marque, à qui t'as en face. Moi, je sais que je bosse à la fois avec des solutions digitales, comme par exemple nos partenaires du podcast. Je bosse avec des concessions, des garages, des constructeurs. Je bosse avec des marques d'équipementiers, des pneus, des pièces, des trucs comme ça. Donc c'est extrêmement large. J'ai bossé avec quand je dis j'ai bossé, c'est de manière rémunérée. Avec des marques d'horlogerie, des marques de fringues. Il y a une telle multitude. T'as clairement un panel qui est beaucoup plus large que le mien. Possiblement parce que t'as un commercial dédié qui t'aide dans ce développement commercial-là. Bah, puis ça fait 8 ans que je fais ça aussi. Ah oui, ça aide. J'ai eu le temps de faire plein de trucs. Alors, pour ceux qui se posent la question, comment ça marche, par exemple, pour un youtubeur relativement novice comme moi, sachez que je reçois tous les jours à peu près 3, je dirais, en moyenne, propositions de partenariat commercial, alors que je suis un tout petit youtubeur. Sauf que, la plupart, c'est quasiment du spam. On sent tout de suite que c'est du copier-coller. C'est genre, on adore vos contenus, ils sont hyper pertinents, accrocheurs. Donc ça, c'est poubelle directe. Rarement, j'ai quelqu'un qui me dit, bonjour Alex, j'aime bien votre chaîne, l'ingénieur décrypte, et voici pourquoi j'ai aimé et pourquoi c'est un bon match pour nos produits. Là, je lis le truc et je réponds à la sollicitation. Alors bien souvent, c'est pas adapté. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai une marque de pot cata et de filtre à particules qui m'a contacté. De pot catalyseur. De pot catalyseur. Ouais. Pot cata, j'ai pensé à Pokawatt, c'est la marque qui font des petits trucs avec du riz. Des pots catalyseurs et des filtres à particules. Alors, ils m'ont fait un beau mail sur mesure, donc j'ai répondu sur mesure moi aussi, et j'ai expliqué que c'était pas dans ma ligne éditoriale, parce que voilà, tout ce qu'ils cherchent
à dépolluer la voiture et à rajouter du poids et du coût sur les voitures, bah ça va pas le faire avec moi, comment vous dire? Le mec est anti-business. Ouais. Donc j'ai dit non. Et à l'inverse, les marques pour lesquelles je vais dire oui, pour mon intégrité et pour ma crédibilité, parce que ma crédibilité sur YouTube, c'est un peu tout ce que j'ai. Je vais que accepter des marques, soit que j'utilise moi-même, soit que je recommanderais à mes amis. C'est le cas de Car Vertical, je les utilisais avant de les contacter. C'est le cas de Ovoco, je les utilisais avant de les contacter. Et je vais vous montrer un exemple de comment ça se passe, parce que on est sponsorisé par Ovoco. Là, je vais vous faire en direct une intégration de à peu près 60 secondes. Ovoco, je les ai contactés parce que je les utilise. Je les ai utilisés la première fois, c'était sur ma E30, parce qu'il y avait plus de bobines disponibles en neuf, de bobines d'allumage. Donc j'ai trouvé sur Ovoco. J'ai trouvé aussi une banquette arrière en parfait état, parce que sur mon vieux break E30 bleu, elle était bouffée au mythe, déchirée. J'ai trouvé sur Ovoco. J'ai trouvé le service très bien, parce que l'interface est en français. Le paiement est sécurisé, ils emballent ça nickel, c'est livré rapidement. Il y a 2 semaines pour valider que la pièce est bonne, et ça évite évidemment d'aller faire le tour des casses. On va sur l'interface, en 3 clics, on a accès à 14 millions de pièces détachées. Donc quel que soit le modèle qu'on a de voiture, on trouve ce qui est disponible. Et c'est pour ça que je travaille avec eux, parce que j'apprécie. Bah oui, et puis alors moi, de la même manière, j'ai toujours bossé, parce que des propositions, c'est pareil, en fait. Je pense, c'est pareil pour toi, mais nous, on démarche quasiment jamais. C'est que de l'entrant, c'est que des mails qui rentrent, alors soit de marques avec lesquelles on a déjà collaboré. En fait, la manière dont ça se passe, c'est très simple. Les marques, elles ont des objectifs. Je sais pas, par exemple, Ovoco, ils veulent collaborer avec X créateurs de contenu français. L'agence, elle va faire une liste, elle va dire, ok, lui, il correspond, il contacte. Et ensuite, ils vont négocier les tarifs, les barèmes, le nombre d'intégrations, blablabla, définir les objectifs, et ensuite ça part. C'est comme ça que ça marche. Donc, en fait, nous, les marques, en général via des agences, c'est rarement les marques directement qui contactent, ça arrive, nous contactent, et ensuite on fait notre tambouille. Mais il y a quasiment, moi j'ai cassé 99% d'entrants. Ouais. Et ça, la qualité du contenu, l'ancienneté, et plein d'autres paramètres jouent énormément. Et c'est pareil, et c'est de la même manière que moi je sais que je vais avoir c'est là aussi où le positionnement joue énormément. Moi je sais que je vais avoir des partenariats que d'autres n'auront peut-être pas, grâce à une partie de mon image que j'ai construite, grâce à certaines affiliations que j'ai pu avoir avec des marques reconnues. Je pense alors j'avoue que je m'auto-lance un peu des fleurs avec ça, mais l'année dernière j'ai bossé avec Rolex. Et il y a pas grand monde qui peut dire qu'ils ont bossé avec Rolex. Et ça, pour le coup, je le dis en petite fierté, parce que je suis pas souvent fier je suis pas du genre à dire que je suis ultra fier de ce que je fais, mais là, j'avoue que bosser avec Rolex, c'est un peu le Graal, quoi. Enfin, que Rolex considère ton existence, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Et ça, tu vois, c'est pareil en termes de business model. Moi, j'ai toujours, alors peut-être à tort, hein, mais je me suis toujours dit que mon contenu ne ferait pas des millions de vues. Alors c'est peut-être con de penser ça, mais je me le suis toujours dit. Parce qu'en fait, fondamentalement, pour faire des millions de vues, il faut avoir un contenu qui a une certaine popularité dans le sens populaire, pour tout le monde. Ouais. Tu vois, grand public. Moi, ce que je fais, c'est pas du tout grand public. On n'est pas Squeezie. Non, on n'est pas Squeezie, mais même on n'est pas Sylvain Lévy non plus. Non plus. Tu vois? Et c'est pas du tout une critique. Au contraire, moi, je suis fasciné de voir, par exemple, ce que fait Sylvain. Je trouve ça incroyable, les chiffres, et même, enfin, avec Villebrequin avant, avec Pierre, les chiffres qu'ils font, en parlant d'automobile, mais c'est un truc de malade mental. Et en fait, quand tu regardes les commentaires, alors je pense qu'il y a une grande partie il a toute la communauté automobile de France, ça c'est sûr, du mec passionné de tuning jusqu'au puriste en 911 boîte manuelle, tu vois, ils ont tout le monde. Eh ben, tu sais, c'est très intéressant parce qu'ils m'ont pas moi. Et je crois qu'ils m'ont pas moi, principalement parce qu'ils ont tous les autres. C'est-à-dire, ils ont un spectre tellement large et ils font du entertaining. Ouais. Ils amusent le public et c'est pour ça qu'ils font des millions de vues. Moi, je trouve, alors, j'aime bien Sylvain, la personne, ses contenus, je les trouve irregardables, personnellement. Alors,
C'est peut-être parce que j'ai 52 ans, je sais pas. Bah non, mais chacun a ses appétences. Donc tout ça pour dire, on a le droit il a pas tout le monde. Non, il a pas tout le monde. Mais par contre, il a presque tout le monde. Mais t'es abonné à la chaîne? Non. Non? Parce que moi, je suis abonné, et en fait, moi, ce que j'aime, alors moi, je regarde pas ses essais, typiquement. Parce que moi, ses essais, je les trouve chiants à mourir. Et, bah voilà, c'est comme moi. Et en fait, et c'est pas une critique. C'est juste que moi, j'ai une vision et aussi une expérience tellement technique de l'automobile. Bah oui. De par juste mon expérience de faire ça depuis 8 ans, que moi, quand je vais regarder une vidéo d'essai, je veux un truc, mais pointu. Mais voilà, on se rejoint. Bah oui. Parce que, en réalité, on prend plus grand chose aujourd'hui. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là. Mais dans ce que je veux savoir d'une voiture, je le retrouve dans très peu de chaînes. Et je sais exactement où est-ce que je les retrouve. C'est pour ça que Top Gear, ça fait longtemps que j'arrive plus à regarder. Oui. Mais par contre, Sylvain, je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos d'expérience automobile. Quand il fait des trucs cons avec des voitures. Je serais plus client pour ça, ouais. Et moi, ça me fait marrer, ça. Parce que je sais que je vais me taper des barres. Parce qu'il est quand même très très drôle. Le montage est, je le trouve très drôle. Oui. Et je trouve ça fascinant de réussir, tu vois, parfois il fait en fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est que parfois, tu vois, il fait des essais de voitures. Ouais. Si moi, je la faisais sur ma chaîne, jamais ça toucherait. En fait, il fait des essais de voitures qui ne devraient pas faire autant de vues. Parce que ces voitures-là n'intéressent personne. Oui. Et il fait 1 million, 2 millions de vues avec. Et c'est un truc de malade. Sur des déplaçoirs, a priori, genre il a fait l'essai d'une Dacia. Et en fait, ça fascine tout le monde. Et ça fascine tout le monde parce qu'en fait, les gens viennent le chercher pour sa personnalité. Ouais, voilà. Et contrairement à moi, où j'imagine que les gens apprécient un minimum ma personnalité, mais moi je me suis toujours dit, pour revenir à ce que je disais au début, je me suis toujours dit que moi je voulais parler de voitures. Je voulais pas parler de moi. Et donc comme il y avait, je savais que mon contenu ferait pas des millions de vues, donc je me suis concentré sur la qualité de l'audience, d'avoir une audience vraiment de niche. Et moi, mon audience, en grande majorité, c'est des gens qui ont effectivement la trentaine, 40, 50, 60 ans, qui sont des possesseurs de voitures de sport, qui sont des acheteurs, qui sont des gens passionnés, techniques, pointus. Et ça, c'est une audience qui est difficile à toucher, et donc qui a une certaine valeur. Et c'est grâce à ça que moi j'arrive à bien vivre aujourd'hui. On a des audiences qui se recoupent. Oui, je pense, bien sûr. Clairement, j'ai pas essayé une seule seconde d'amuser mon audience, parce que je serais complètement à contre-emploi. J'ai pas du tout cette personnalité. J'aimerais raconter un peu comment j'ai démarré, parce que ça peut intéresser ceux qui soit viennent de démarrer, soit veulent se lancer, parce que je savais très bien que je me lançais sur un marché qui est saturé. Initialement, mon intention, c'était de pouvoir discuter avec d'autres passionnés, parce que j'avais pas dans mon cercle social de personnes qui étaient passionnées de voitures comme moi, et je me suis dit, si j'arrive à me payer un plein d'essence par mois, ça serait bien. Et je me suis dit, parce que j'avais tellement lu que c'est galère de démarrer sur YouTube, qu'il faut faire une centaine ou peut-être 200 vidéos pour commencer à être visible et donc pour pouvoir partiellement en vivre. J'étais pleinement prêt, Erwan, à me taper les 100, 200 vidéos requises parce que je voulais vraiment y arriver. Et à ma grande surprise, j'ai publié ma première vidéo il y a 2 ans, en décembre. Sur ta M3, non? Sur ma M3 E36 3 litres de berline. Elle a fait tout de suite 7000 vues dans les quelques premiers jours. J'ai pas compris. Ce qui est énorme. Je m'attendais à faire 17 vues et pas 7000. La deuxième vidéo, alors elle a pas décollé tout de suite, mais par contre quand j'ai changé le titre et la miniature, et on va en parler des titres et des miniatures un peu plus tard, là elle a fait un mur de décollage, et c'est aujourd'hui ma deuxième vidéo, c'est ma plus populaire. Elle fait plus de 500 000. C'est un truc de malade. Plus de 500 000 vues sur les gros kilométrages. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment, c'est... Et il paraît que ça n'arrive jamais. Mais ça n'arrive pas. Et alors, et j'en suis après seulement 30 vues à 50 000 abonnés. Je m'y attendais pas du tout non plus. 30 vidéos, tu veux dire? T'as dit après 30 vues. Oui, après 30 vidéos, j'en suis à 50 000 abonnés. Mais tu sais que c'est un ratio de malade mental. Hein. Ouais, alors... C'est hallucinant. Oui, et j'aimerais partager exactement comment ça se fait. J'ai pas la science infuse. On va essayer ensemble de deviner comment ça se fait, parce que c'est rarement le fruit du hasard, ces choses-là. En fait, ce que j'ai fait quand je me suis lancé, j'ai listé quelles sont mes compétences
et ce que j'ai appelé mes avantages injustes. Mes compétences, bon, c'est le prérequis pour tout youtubeur automobile qui va se lancer, c'est-à-dire la passion, la connaissance du sujet, une certaine authenticité, la discipline et la constance dans son éthique de travail, aucune résistance à se montrer à l'écran, évidemment, et en anglais on dit thick-skinned, c'est-à-dire la peau épaisse par rapport aux haters dans les commentaires. Si on se décompose en 1000 morceaux parce que quelqu'un nous critique, c'est même pas la peine, faut pas vous lancer. Ça, je pense que l'âge et l'expérience sont un avantage là-dedans, je pense. Ouais. Donc ça, c'est les compétences de base, je les ai. Et après, j'ai listé quels pouvaient être mes avantages injustes sur lesquels un autre youtubeur automobile ne pourrait pas me copier. Et là, il y a ma maturité. Alors, c'est pas forcément un avantage, simplement, ça me donne un positionnement intéressant, parce que j'ai 52 ans, forcément, ça me donne un style de voix qui existe relativement peu, parce que les youtubeurs, souvent, ont plutôt ton âge. Il y a mon expérience entrepreneuriale pour développer des activités complémentaires à YouTube. Ça, je vais vous en parler dans quelques semaines. Il y a le fait que je dispose à tout moment de 5 ou 6 voitures. C'est une chance que tous les youtubeurs automobiles n'ont pas. C'est clair. Il y a mon expérience pléthorique qui vient d'avoir possédé, entretenu, acheté, revendu 55 voitures au fil des ans, qui m'apporte un bagage que tout le monde n'a pas. Ah oui, un gros truc aussi. J'avais déjà des revenus passifs parce que voilà, j'ai un certain âge, j'ai construit ma vie, j'ai des revenus immobiliers qui me rapportent des revenus passifs. Donc je pouvais, Erwan, me permettre, dans ma tête, j'allais poster 100 vidéos sans gagner 1 euro, et je pouvais me le permettre parce que j'avais des revenus passifs. Alors que moi je pouvais pas. Non, quasiment personne peut faire ça en se lançant sur YouTube. Évidemment, il y a mon label ingénieur. Alors je dis label. D'un côté, personne n'est dupe. J'ai été ingénieur motoriste pendant 3 ans, donc j'ai pas fait carrière dans ce métier. Par contre, le label d'ingénieur, mine de rien, ça m'apporte une crédibilité instantanée. Et c'est pas gratuit, parce que même si j'ai pas été ingénieur très longtemps, je suis formé à une certaine approche analytique qu'on retrouve quand je suis derrière le volant en train de commenter exactement comment ça fait. Je décompose ce qui se passe. Quand je soulève un capot et que je commente ce que je vois dans la baie moteur, je décompose et j'analyse ce que je vois. Donc on sent que c'est pas juste un label creux. J'ai une approche qui est peu copiable par tout le monde. C'est certain. Enfin, moi, quand j'ai vu tes premières vidéos apparaître, effectivement, il y avait une, j'arrive pas à trouver le mot. Pas une expertise, mais un bagage peut-être. Non, pas un bagage, une façon de parler. Un label certifié. Enfin, pas un label certifié, mais un. Ah, je trouve pas le mot. En fait, je mettais souvent dans les sujets de mes premières vidéos, je m'organisais pour caser le mot ingénieur dedans. Et je voyais que ça marchait bien, donc à un moment, les gens étaient saoulés que je mette ça dans tous les sujets des vidéos, donc je me suis dit, je vais renommer ma chaîne, qui initialement s'appelait Les BMistes, j'ai renommé ça l'ingénieur décrypte, comme ça, puisque ingénieur c'est dans le nom de ma chaîne, j'ai plus besoin de le mettre dans le nom des vidéos. Et alors, toi qui veux te lancer, ce que tu peux faire, c'est toi aussi, tu fais ta liste de tes avantages injustes. Là où toi tu es très particulier et d'autres ne peuvent pas aller te chercher. Par exemple, ça va peut-être être que toi, contrairement à moi, t'es très jeune, donc t'as l'énergie, la liberté, le temps libre de la jeunesse que moi j'ai pas, parce que j'ai femme, j'ai 3 enfants, je peux pas travailler toute la nuit, tous les week-ends. La crédibilité, j'ai trouvé. Crédibilité, ouais. Pardon, fallait que je le sorte. Oui, alors cette crédibilité-là, elle fait cliquer. Par contre, il faut délivrer derrière, parce que si mes propos n'étaient pas crédibles, les gens s'en iraient. Bien sûr, sauf que le truc c'est que tu as délivré. Tu as délivré parce que t'es arrivé avec tout ça, et t'es arrivé avec. Non mais regardez, en fait, moi je vous explique comment par A plus B, comment j'achète des voitures meilleures que vous, en partant d'un postulat. Qui contredit ce que tout le monde pense. Alors, je suis pas arrivé sous l'angle je fais mieux que vous. Non. Par contre, je suis arrivé sous l'angle je fais différemment. Ouais, mais tu fais différemment et au final tu t'en sors très bien. Ouais. Donc il y a effectivement pas de notion de comparaison, mais pour tout le monde, tu dis, enfin tu le sais très bien,
Tu racontes dans le monde automobile, tu postes sur un forum, je suis trop content, j'ai acheté une M3 36 4 portes avec seulement 380 000 km. Je pense que tu te fais rapidement insulter si tu veux. Oui, c'est ça. Et le truc c'est que ce postulat-là, il a un peu choqué tout le monde, parce que c'est une réalité de l'automobile que, je l'avoue, même moi, même si j'ai pas peur des gros kilométrages, pour moi un gros kilométrage c'est 250 000, 400 000, on passe dans un truc que je ne connais pas, tu vois. Et c'est vrai que moi je m'en souviens, ça m'a surpris, et tout ce que t'as cité, moi à l'inverse, tu commençais à le citer, moi j'avais rien de tout ça, j'étais juste jeune et con. Ah oui, mais c'est beaucoup déjà. Mais c'est pas mal. Je les ai cités, les avantages de la jeunesse. Ah bah ouais. Et tu m'en as parlé l'autre jour, tu m'as dit au début tu faisais que ça. Ah mais... Tes heures, elles étaient innombrables. Et tu pouvais vivre en bouffant du riz et des pâtes. Ah ouais. Ça on peut le faire quand on est jeune, on peut moins le faire à 50 ans. Mais je suis même content de pas avoir commencé à 30 ans. Ouais. J'ai pas 30 ans, j'ai 29 ans, mais... Ah oui, c'est clair. Mais moi, je me souviens... En fait, je me souviens précisément de la transition entre le moment où j'avais l'impression de vivre à Disneyland et le moment où c'est devenu un job. Je m'en souviens très précisément. Raconte. Et en fait, moi, moi, j'ai commencé, entre guillemets, ma carrière avec Race Ouest. Donc, à l'époque, en fait, j'ai présenté leurs vidéos pendant 1 an. Ce qui a été un tremplin non négligeable, puisqu'en fait je suis passé de parfait inconnu à quelqu'un qui a une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés. Ça s'est arrêté, et ensuite j'ai relancé, donc je suis remonté très rapidement à 10 000 abonnés, et puis bon, j'ai acquis un savoir-faire, j'ai acquis une manière de présenter, voilà, bon, c'est plein de trucs, enfin plein de choses intéressantes. Et surtout, quand j'ai fini mes études, donc juste après avoir quitté Race Ouest, c'était en août 2018, en juillet 2018, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à dire à ma mère, maman, je vais être youtubeur. Je vais continuer à faire ça. Je voulais pas faire de master, j'avais envie de faire mon truc, tu vois. Ça faisait 1 an que je m'étais, du jour au lendemain, je m'étais mis à conduire des voitures de ouf, j'avais conduit des grosses caisses avec Race Ouest, j'avais conduit une Aventador S, etc. En 2018, conduire une Aventador S, c'était un truc de zinzin. Même moi, j'avais 18 ans, enfin, tu regardes les vidéos, non, c'est incroyable. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans et mon permis depuis 2 ans, si tu veux, donc c'était dingue. Et en fait, ma mère m'a dit, écoute, c'est super, mais nous, on t'a payé une école de commerce, on a dépensé 35 000 balles pour toi, tu vois, sur 3 ans. Donc, ça serait pas mal que par toi-même. Donc en fait, ma mère m'a dit, pourquoi tu prends pas un prêt étudiant? Et j'ai dit, ouais, j'avoue, je vais prendre un prêt étudiant. Donc à ce moment-là, j'étais encore en études. Donc c'est comme ça que j'ai contracté un prêt étudiant. Un prêt étudiant, je le rappelle parce que c'est quand même très pratique, même si vous avez des enfants, contracter des prêts étudiants, c'est de l'argent gratos. Et en plus, ils regardent pas comment vous le dépensez. Donc même si vous avez les moyens de payer les écoles de vos enfants, contracter des prêts étudiants, c'est de l'argent gratuit. Ça sert pour un apport de baraque, ça sert pour acheter une voiture, ça sert pour plein de trucs. Même pour les places, j'ai des gens qui ont fait ça. J'ai des parents de potes qui ont fait des prêts étudiants, genre au max, sachant que c'est à 1%, genre je crois que tu peux faire 70 000 €, un truc comme ça, qui les ont placés en bourse. Ah oui. Ah mais bien sûr. Ah mais c'est énorme. Et qui remboursent le prêt étudiant, sachant que tu peux décaler le remboursement de 3 ans. Ah oui. Et parce que tu peux décaler le remboursement à 1 an après la fin théorique des études. Donc typiquement, tu vois, moi je l'ai contracté en 2018. Techniquement, c'était pour faire un master. Donc tu rajoutes 2 ans de master, plus 1 an d'activité. Donc je commençais à le rembourser 3 ans après. Donc je commençais à le rembourser en 2021. Putain. Et en fait, moi, pendant ces 3 années-là, j'avais 30 000 balles sur mon compte. Et c'était la liberté absolue. C'est qu'en fait, d'un coup, je faisais ce que je veux. Je me posais aucune question pour payer mon appart, pour garder mon indépendance, etc. Et je filmais des voitures. Donc t'imagines, t'as 20 ans, tous tes potes ils sont en train de se taper un master, toi t'es là en train de faire le tour de France en disant moi je filme des caisses. Je sais pas d'où ça sort, tu vois. Et je me souviens de cette période-là de liberté absolue. En fait, je me posais 0 question. Et je pense que c'est ça qui a fait que ma chaîne est arrivée relativement rapidement à 50 000 abonnés, à l'époque en tout cas. Et ensuite, il y a eu, à partir de la 3e année, entre la 3e et la 5e année, il y a eu une plus grosse période de flottement où j'ai continué à faire plein de vidéos, mais la réalité financière était un vrai problème. Parce que t'avais dépensé le prêt étudiant. Parce que j'avais dépensé le prêt étudiant. Ouais. En plus de ça, j'ai eu la bonne idée de passer en société, ce qui était pas le bon move à l'époque. Aujourd'hui ça va, mais à l'époque c'était pas le bon move. Et le truc c'est qu'en fait, j'étais constamment en galère de thunes. Et du coup, du coup, mes contenus se sont orientés vers ce qui me rapportait de l'argent.
Et ce qui était pas un mal en soi, parce que moi, je vivais toujours de ma passion, mais la réalité était pas aussi légère. Et oui. Et tu vois, et au final, j'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'est rigolo, j'en ai parlé à mon pote Pierre, avec qui j'ai quasiment lancé ma chaîne YouTube, qui est vidéaste, je pense que les abonnés fidèles le sauront qui c'est, Pierre Fincar. J'ai retrouvé la première facture que j'ai faite de ma vie. Ouais. C'était une facture de 18 €. Ouais. Facturée à BMW Charrier à Cholet, qui nous avait prêté à l'époque plusieurs voitures, et c'était le remboursement de mes frais d'essence ouais. de mes frais d'essence pour faire Nantes-Cholet. C'est ma toute première facture. Excellent. Et en fait ça s'est développé comme ça. Alors au début, moi je visais surtout les partenariats avec les concessions, parce que je disais bah voilà, moi j'ai une audience qui achète des voitures, donc si je mets votre business en avant, ça peut vendre des voitures. Donc au début, je vendais des vidéos à 300 balles, 400 balles, tu vois, mais pour moi à l'époque c'était j'en faisais 2 par mois, ça me permettait à peu près de vivre, tu vois. Et chaque euro était compté. T'es passé à un moment proche de devoir jeter l'éponge, non? Oui. Proche de ce qu'on appellerait une sorte de faillite ou dépôt de bilan. Bah alors. Déjà, moi, je suis passé proche du dépôt de bilan cérébral plusieurs fois. Quoi, le burn-out? Pas du burn-out, mais juste du mur, quoi. Tu vois, bah là, j'ai plus de solution, quoi. Ah oui. Et typiquement, tu vois, ma chaîne YouTube a bien fonctionné pendant les 3 premières années. C'était vraiment croissant. Et en fait, je m'étais vraiment spécialisé sur les voitures rares. Donc, je sortais que des vidéos sur des bagnoles que personne ne voyait. Tu vois, des éditions limitées, des petites GTI, tu vois, je sais pas. Et les gens m'en parlent encore, tu vois, les gens me disent toujours, bah, quand est-ce que tu refais des vidéos sur des petites bagnoles, des trucs comme ça, tu vois, je sais pas, des Audi A1 Quattro, 147 GTA, des Focus RS MK2, je sais pas, tu vois, des petits, le Boxster Phase 1, tu vois, ma vidéo sur le Boxster Phase 1, elle a 250 000 vues, je crois. C'est une vidéo qui a 7 ans. Et je cherchais toujours des voitures ultra spécifiques. Et ensuite, j'ai bougé à Paris. Et là, j'ai commencé à faire quasiment que des supercars. Parce que moi, je découvrais, je trouvais ça trop cool. Ouais. Et en fait, les supercars, bah, ça plaisait beaucoup moins. Donc, d'un côté, j'étais payé par des garages. J'avais des deals avec des garages, comme par exemple Moteur Essence, qui m'ont énormément fait travailler, donc qui me payaient pour faire leurs vidéos, pour faire de la pub, en fait, parce que derrière, ils vendaient des caisses. Et là, ça a commencé à être plus compliqué, parce qu'en fait, bah, j'avais l'impression de tourner en rond, quoi. J'avais l'impression de tourner en rond, je refaisais toujours la même chose, les vidéos, c'est pas beaucoup de vues. Ça battait de l'aile, puis surtout financièrement j'étais constamment en galère, quoi. Ouais. Et vraiment moi ce qui a sauvé ma chaîne YouTube, c'est je le dis toujours, c'est le projet avec Lucien, avec la boiserie. Moi ça a changé ma chaîne YouTube. Ça faisait 1 an et demi que je plafonnais à 70 000 abonnés. La chaîne c'était un encéphalogramme plat, quoi. Et là Lucien qui débarque et qui me dit ouais, ça te dit on fait un projet ensemble, j'aime bien ce que tu fais, cool. Puis en fait on est parti de ça, puis j'ai gagné 40 000 abonnés. Et en fait, et surtout d'un coup je me suis dit attends, mais en fait moi aussi j'ai le droit de faire des collabs, moi aussi j'ai le droit de sortir un peu. C'est super intéressant parce que de l'extérieur on pouvait déjà te percevoir comme un youtubeur à succès dans le YouTube automobile à l'époque où tu enchaînais ces vidéos avec Moteur Essence par exemple. Ouais. Et la réalité économique derrière, c'était que t'étais dans une galère noire. Bah oui. Et proche de devoir arrêter. Plusieurs fois, et tu vois, j'ai pas honte de le dire, moi ça m'est arrivé plein de fois. Moi au cours de mes années, j'ai emprunté de l'argent plusieurs fois à des amis. Typiquement, moi j'ai déjà ma mère m'a avancé de l'argent plusieurs fois. Tu vois, des 2000 €, des 3000 €, tu vois, pour passer 1 mois et demi, tu vois, pour passer 2 mois, parce que bah pareil, ça c'est une autre réalité, mais les grosses marques, quand tu fais un job, donc toi tu fais ta vidéo, tu sais que tu vas être payé tant, sauf que t'es payé 2 mois après. On en parlera après, mais ça fait partie des galères, ça fait partie se faire payer, de l'enfer absolu pour les entrepreneurs en général, hein, y a pas que nous, hein. C'est clair. Mais donc moi ma mère m'a prêté de l'argent plusieurs fois, j'ai un ami qui m'a prêté 3000 balles, j'ai mon associé François qui est mon associé sur mon Transac Auto. Ben, personne le sait, mais j'ai pas honte de le dire, pour acheter la M3 Touring, il m'a prêté 9000 balles avec Lucien. Parce qu'en fait, moi, quand Lucien m'a proposé ce projet, on est tombé sur cette M3 46 qui était en vente chez Benzine, là, en vente aux enchères. Lucien m'a dit, bah écoute, tu gagnes l'enchère, on se démerde.
Mais à la base, on s'était dit un budget de 30 000 balles. Moi, j'avais 12 000 euros sur mon compte. Genre, c'est tout ce que j'avais. Et j'avais 10 000 euros, un truc comme ça. Et je remporte l'enchère à 37 000 balles, et on s'était dit avec Lucien, on fait moite-moite. Ouais. Même pas. Lucien m'avait dit, tu mets ce que tu peux, et moi je mets le reste. Et moi j'ai dit non, moi je veux mettre la moitié, je veux qu'on soit d'égal à égal, tu vois, je veux faire les choses bien. Ouais. Du coup, on remporte l'enchère, beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. 37 000 balles, donc divisé par 2, ça fait 18 500 euros. Ouais. Moi j'avais 10 000 balles. Ouais. Et j'appelle mon pote François, qui est un bon entrepreneur. Je lui dis, écoute mec, voilà, il m'a dit mec, il faut que t'aies cette voiture. Parce que j'étais en train de faire les enchères. Je lui dis mec, là en fait, même si je remporte les enchères, je vais pas pouvoir payer. Ouais. François, j'étais au téléphone avec lui, j'étais dans un train, je revenais de Suisse. Je me souviens de ta vidéo dans le train. J'étais avec Seb Delaney et Romain Monti, et dans le train. Et François, il me dit mec, tu continues l'enchère, tu gagnes ce truc, et je te donne ce qui manque. Ouais. Et j'ai remporté l'enchère. Me prête, bien sûr. Me prête. Nuance, évidemment. et François, et j'ai remporté l'enchère, et moi j'avais mes 10 000 balles sur mon compte, et et François il m'a dit ok, bah je te fais un virement de 8 500 balles, et j'ai acheté la caisse comme ça. C'est pour ça que je trouve cette vidéo est géniale, parce que là on est ancré dans la réalité des choses, et pour ceux qui sont intéressés par le métier, bah c'est ultra pertinent. Bah ce que tu nous partages là. Bah c'est vrai que c'est des trucs qu'on raconte pas souvent, mais c'est l'envers du décor, quoi. Mais finalement c'est l'envers du décor de chaque entrepreneur. Ouais. En fait, t'as des merdes, faut trouver des solutions. Bah, je vais raconter autre chose quand je me suis lancé, parce que j'ai raconté le coup de lister mes avantages injustes. Il y a aussi que, avant de faire ma première vidéo, j'ai passé à peu près 200 heures à étudier le sujet. C'est-à-dire, ça, c'est un truc de fou, ça. Des bouquins, des vidéos, des podcasts sur le YouTubing. Alors, sachant que c'est quelque chose que je vous ai pas cité tout à l'heure dans mes avantages injustes. J'avais eu cette chaîne avant dans les rencontres amoureuses, 100 000 abonnés, 500 vidéos. Sauf que j'étais pas vraiment youtubeur à l'époque parce que je savais pas monétiser la chaîne. Encore moins des partenaires et sponsors, j'en ai eu aucun. Simplement, c'était un canal de visibilité. Donc, j'avais pas abordé ce métier-là comme je le fais dans l'automobile. Donc oui, j'ai passé 200 heures à étudier le sujet. Comment faire des titres, comment faire des miniatures, comment faire une accroche initiale, comment garder l'attention du spectateur, comment s'adresser, comment faire des coupures, comment faire le montage, tout. Donc ça joue aussi. Et troisièmement, j'ai une sorte de botte secrète, c'est mon meilleur ami Bran, qui nous regarde parce qu'il est abonné à ce podcast, il aime bien. En fait, ce qui est top avec mon meilleur ami, c'est qu'il est extrêmement sévère avec moi. Et ça, c'est rare, honnête, c'est précieux, parce que beaucoup de meilleurs amis, pour être bien intentionnés, vont avoir tendance à adoucir les choses, à nous dire ce qu'on veut entendre. Bah, Bran, par exemple, la deuxième vidéo que j'ai fait, celle qui a fait le plus de vues sur les gros kilométrages, la première version, je lui ai envoyé, il m'a dit non, Alex, tu peux pas poster ça, c'est merdique. Ah ouais. J'étais inintéressé par ce que tu disais, tu racontais ta life, le backdrop, l'arrière-plan, c'est moche. Il m'a donné tout un tas de critiques sévères, et parfois c'est démoralisant de lui montrer mes vidéos parce que il trouve jamais le moyen de dire un truc sympa. Et moi, quand j'ai passé 30 heures à faire une vidéo, c'est un peu déprimant. Sauf que c'est extrêmement utile parce qu'il m'apporte non pas ce qui me fait plaisir d'entendre, mais ce que j'ai besoin d'entendre pour m'améliorer. Et grâce à lui, j'ai refait cette deuxième vidéo 4 fois avant de la publier, et c'est donc grâce à lui aussi qu'elle a fait le score qu'elle a fait. Tu sais que c'est amusant ce que tu dis, parce que tu dis que t'as énormément étudié le sujet, etc. Ouais. Pourquoi ça te fait rire? En fait, ça me fait rire parce que moi, c'est à des années-lumière de mon fonctionnement. C'est vrai? C'est-à-dire que moi, j'y vais au feeling. Tout le temps. Ça veut pas dire que je me pose pas de questions. Ah oui, non, mais moi, pas du tout. Mais tu vois, je fais rien au feeling. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis je fais rien au feeling, je suis extrêmement authentique. Certains diraient que ma femme dirait que je suis trop authentique, mais j'y vais pas au feeling. Ouais, alors que moi, typiquement, ça me fait toujours rire, mais la préparation d'une feuille complète, moi j'arrive avec mon café, quoi. Ah bah voilà, regardez, il y en a un qui a un ordinateur avec des trucs préparés, c'est moi. Ouais, mais parce que c'est symptomatique. Parce qu'en fait, en tout cas dans cet exercice-là, avec l'expérience, je sais que j'en ai pas besoin. Ah, c'est peut-être aussi ton recul d'expérience. T'as 8 ans d'expérience de YouTubing, moi beaucoup moins. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que
Oui, enfin, je pense que ma pensée, ma manière de fonctionner, c'est complètement construite avec le temps. C'est une certitude. Mais là, je sais que, tu vois, quand on discutait du sujet cette semaine, j'ai réfléchi 3 minutes chez moi, j'ai regardé le plafond, puis c'est bon, ok. Ouais. Et puis je suis parti. Tu vois. Puis quand je fais mes essais de bagnole, c'est pareil. Il y a plusieurs façons de faire quelque chose. Ah oui, ça. Mais et ma manière a aussi plein d'inconvénients et plein d'avantages. Mais c'est vrai que il y a moi je trouve que j'ai une facilité à faire ça qui me fait rire parfois. Je suis en train d'aller plus dans ton sens parce que si je vous raconte mes premières vidéos, même pas mes premières plusieurs dizaines de vidéos, je suis qu'en train de tout juste en sortir. La quantité de préparation, Erwan, que je mettais dedans. Alors, tout était scripté, chaque phrase, et comme je suis pas du tout présentateur ni acteur, et j'ai aucune mémoire, mais mes tournages, c'était l'enfer. Ouais. C'est-à-dire, j'étais pas foutu de mémoriser plus d'une phrase à la fois. Chaque phrase, je m'y prenais 10 ou 15 fois pour la délivrer parce que j'oubliais la fin de la phrase quand je la démarrais. C'est une catastrophe et je commence tout juste maintenant à sortir de ça, à avoir juste une liste de bullet points que je prépare pour structurer ma pensée, pour ne rien oublier, et je me laisse improviser et je m'aperçois, comme tu dis, que ça fonctionne aussi. Oui. En fait, c'est une habitude parce que d'ailleurs, je veux mettre un peu des guillemets sur ce truc-là. Moi, quand j'ai commencé Race West, j'ai été vraiment formé à la présentation. J'avais déjà des appétences, mais par le mec qui gérait Race West. Ça, c'est un énorme. Et ça fait toute la différence. Toi, t'as eu tes avantages injustes à toi. Bien sûr. Et ça fait toute la différence. Et de la même manière, un autre avantage injuste que j'ai, c'est que je bouffe des infos automobiles et que j'ai une mémoire pour retenir des infos automobiles qui est fantastique. Par contre, je mets 20 ans à retenir le prénom de quelqu'un, quoi. Bon, chacun son, je sais pas comment mon cerveau fonctionne, mais enfin c'est des choses différentes. Mais une question que je me posais, c'est pourquoi, alors tu l'as dit un peu tout à l'heure, ton objectif avec YouTube, c'était de te payer des pleins d'essence. Et aussi de parler bagnole avec d'autres passionnés. C'est ça, donc ça, et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours, tu vois, pour ce que t'imagines pour le futur de ta chaîne, qu'est-ce que tu veux apporter, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi ta place, on va dire, et ton mantra un peu là-dedans? Les pleins d'essence, j'ai un peu explosé mon objectif parce que bon, faut rouler plus. je suis allé bien au-delà de pouvoir me payer un plein d'essence et ça c'est super et je vous remercie pour ça. Ma vision pour l'avenir, alors je peux pas en parler autant que tu voudrais, Erwan, parce que c'est de développer une activité connexe qui est intimement liée à mon activité YouTube, qui va me générer d'autres revenus et me passionner davantage. Et c'est sur quoi je passe actuellement la plupart de mon temps. Faut savoir que ces dernières semaines, y compris quand j'étais en Guadeloupe, parce que j'en reviens de vacances familiales, j'ai passé 10 jours en Guadeloupe, je bosse extrêmement en ce moment. C'est-à-dire, typiquement, ma routine, c'est je me lève à 4h45 le matin, je suis à mon bureau à 5h du matin, et je bosse, alors pas très tard, parce que j'ai une vie familiale, il y a bébé à la maison, donc je m'arrête vers 18h, mais de 5h du mat à 18h, avec juste une pause déjeuner, j'ai pas fait de calcul, mais je dépasse allègrement 12-14 heures par jour. Wow. Et je vais vous révéler dans quelques petites semaines, vous allez voir le fruit de tout ce boulot-là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Bah, pas complètement, mais en fait, même sans dire, je vais aller au-delà, sans dire ce que tu vas proposer, toi t'as quand même une notion d'accompagnement. Tu vas proposer, enfin tu vas proposer une valeur palpable pour améliorer quelque chose dans l'automobile. Parce que tu vas aider, parce qu'il y a une partie qui va aider les gens. Ma chaîne YouTube, c'est l'étape 1, si vous voulez. C'est pas l'objectif en soi. C'est pour ça que je me décris rarement comme un YouTuber et comme tu l'as dit, je suis plutôt un entrepreneur qu'un YouTuber. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, alors que moi, j'ai toujours du mal à me dire. Je sais quelle est la vision globale. La vision globale, ça a toujours été de faire des vidéos YouTube pour gagner des avantages
dans la vie qui sont impossibles à avoir autrement que soit en gagnant au loto, soit en développant une boîte pendant 30 ans. Moi, je les voulais, entre guillemets, plus rapidement. Donc, tu vois, comme je le dis souvent, vivre cette vie de millionnaire sans l'être. Oui. Parce que ma vie, c'est ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu vois, je me réveille, hier, on m'appelle, hier, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire, ouais, d'ailleurs, j'ai un client, il a une Aston Martin GT12, ça te dirait de l'essayer, tu vois? Ouais. Ça arrive à personne. Ouais. C'est quand même un peu spécial. Et donc, moi, je voulais ça, gagner ma vie avec ça. Et ensuite, faire ruisseler les avantages et la comment dire, cette notoriété, ces avantages, ces passe-droits que je peux réussir à avoir avec ça, vers d'autres activités pour développer un ensemble d'activités qui, voilà, une sorte de groupe, si on peut appeler ça comme ça, un petit monde, quoi, où tout se supporte et se soutient un peu en... Ouais, bah, on a des visions assez connexes. Oui, finalement. ça finalement. Mais étonnamment, j'ai jamais trop, pour l'instant, j'ai pas fait de trucs où j'ai vendu directement à mon audience des produits ou des services. Si, les gants. Oui, les gants. Oui, c'est vrai. Oui, les gants. Les gants, c'est oui, non, mais c'est vrai. Mais les gants, c'est spécifique. Mais moi, j'ai toujours, en fait, je sais pas, quand je fais mes vidéos, mon objectif premier, c'est de me dire, ok, s'il y a un mec qui est intéressé par cette voiture, je veux qu'avec cette vidéo, il puisse se dire, ok, j'ai compris ce que c'était que cette voiture, j'ai compris ce que ça m'apportait, j'ai compris quelles étaient les sensations, les émotions, la manière dont je peux l'utiliser, ce qu'elle peut faire, pas faire, comment ça se place, etc. En gros, c'est un peu comme apporter une sorte de conseil de vente, ouais, via le prisme de la passion et du plaisir de conduite. Voilà. Complètement en phase. Grosso modo, moi, mon approche, c'est ça. Donc, je suis tout à fait en phase dans la mesure où mon objectif dans mes vidéos d'essai, c'est pas de dire si moi j'aime ou j'aime pas, parce que ça, à la limite, on s'en fout. C'est de dire pour qui ça convient et pour qui ça conviendrait pas. Moi, je donne quand même mon avis, moi. Je donne quand même mon avis, mais ouais. Et puis, en fait, c'est pareil, tu vois. Je pense que dans la manière dont on donne de la valeur, dont on partage une valeur, moi, ma valeur, elle est beaucoup plus diffuse. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai jamais trop suivi de plan en me disant, je vais faire telle vidéo. Moi, tout ce que je voulais, c'était essayer des plus grosses voitures. Ouais. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait comme ça. Et j'ai toujours, mais on me demande souvent comment tu choisis les voitures que t'essaies. 99% du temps, c'est moi qui dis, bah, ça, j'ai envie d'essayer. Et puis, il y a aussi plein de moments où je dis, bah, ça, j'ai pas envie d'essayer, je m'en fous. J'ai rien à dire. Tu vois. Alors, j'ai une approche qui recoupe partiellement la tienne dans le sens où je ne vais jamais, j'espère, essayer une vidéo qui ne m'excite pas. De toute façon, ça se sentirait. Si je suis pas enthousiasmé par ce que je fais, ben j'ai plus envie et vous allez le sentir dans la vidéo. Et au-delà de ça, et c'est là où on a une différence, c'est que j'ai tendance de plus en plus à aller vers des sujets, des thématiques qui sont pas forcément un essai d'une voiture. C'est le cas, par exemple, de ma deuxième vidéo. C'était déjà le cas à l'époque sur les gros kilométrages. Je vise des sujets qui pourraient potentiellement faire beaucoup de vues, parce que pourraient concerner beaucoup de monde, et qui me passionnent aussi. Et c'est cette intersection qui va créer mes sujets. Par exemple, ma dernière vidéo, c'était je sais plus comment j'ai tourné ça, mais les erreurs qui pourraient flinguer votre moteur en silence. Et ah oui. voilà, c'est parce que ça m'intéresse et parce que ça peut intéresser beaucoup de monde, beaucoup plus, j'imagine, que l'essai d'une voiture en particulier. Ben, non mais complètement. Et en fait, moi, tu vois, au final, pardon, un truc. Ça, c'est des formats qu'il faut que je fasse parce qu'en plus, j'en ai fait et ça a super bien fonctionné. C'est des formats guide d'achat où tu vois top 10 meilleure bagnole pour 15, 20, 30 T'en as déjà fait un peu. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois c'est des sujets qui ont cartonné parce que ça touche beaucoup de monde et moi effectivement ça serait une vraie manière de faire du contenu large, enfin plus populaire dans le sens qui touche plus de monde. Bah parce que je pense que j'ai une vraie expertise pour ça. Et c'est un truc que je fais pas assez parce que j'ai toujours ce problème ou ce côté mauvais entrepreneur où même si c'est bien, j'ai pas forcément envie de le faire, donc je vais aller essayer une voiture qui me plaît plus, qui va faire 10 000 vues, mais je suis content. Bah oui. Donc c'est un peu on est un peu parasité par notre passion parfois.
Ah bah pas qu'un peu. Ça me parasite fort. Et c'est vrai que, et d'ailleurs un problème aussi, c'est que même si je suis toujours passionné par l'automobile en général, je m'en rends compte. Moi, les produits, faut pas dire ça parce que les produits, ça fait vraiment vendeur de chaussettes. mais quoi qu'il y a un peu ça. Les voitures l'automobile qui m'excite le plus, c'est l'automobile un peu débile. c'est les voitures où je m'assieds dedans, où je me dis là, je sens que ça va être idiot là. Tu vois. Ouais. Typiquement là, quand j'ai essayé l'Alpine Schirmer il y a pas longtemps, j'ai pris un plaisir mais monumental. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais faire une allusion sexuelle. Si tu veux, les 30 minutes de discussion avec le pilote essayeur autour de tous les boulons qui ont été modifiés, qui ont pensé comme ça pour qu'il y ait tel effet, etc. Moi, c'est 30 minutes de prélit incroyable. Et ensuite, l'essai, c'est le bouquet final, si tu veux. Et en fait, c'est et en fait, moi, le fait d'avoir toutes ces connaissances, de me dire là, tel aileron, on l'a mis à tant degrés d'angle parce que ça soutient machin, etc. Moi, ça me rend fou, ça. J'adore ça. Et ensuite, essayer la caisse et me dire, ah ouais, effectivement, je sens l'effet que ça fait et tout. Ça, c'est mon meilleur essai automobile. Ouais. J'adore ça. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que, dans cette vidéo-là, j'ai pris le parti de dire dès le début de la vidéo, je vous préviens, ça va être une vidéo d'1 heure. Ça va être une vidéo d'1 heure, ça va être un truc de geek, ça va être un truc vraiment pour les autistes, quoi. Et dans les commentaires, il y avait plein de mecs qui disaient merci, on adore les formats geeks, etc. 30 minutes de discussion ultra technique. On est nombreux les autistes de l'automobile. Ah mais ouais, ça. Et c'est vrai que là je prends un pied monumental, mais du coup, c'est vraiment ça qui m'excite. Et c'est vrai qu'essayer des voitures un peu plus normales, plus normales, moins viscérales, j'ai moins cette excitation. Et du coup, parfois, faut réussir à jongler aussi un peu par rapport à ton positionnement, etc. Parce que parfois, ça m'arrive d'essayer des voitures qui m'intéressent moyennement, que je trouve quand même intéressantes sous un certain prisme, mais qui vont pas me provoquer d'émotion, tu vois. C'est plus une analyse. Ouais. Et là, dans ces moments-là, pour moi qui suis toujours positionné par rapport à la passion pure, ben c'est difficile à transmettre. Tu vois, c'est parce que c'est un positionnement un peu différent. Donc parfois, c'est bon, voilà, c'est des trucs. Ça fait combien de temps qu'on parle là, on est encore bon. Il n'est pas encore 11h. On a du temps devant nous. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs. Et par rapport au positionnement, tu vois, des youtubeurs, il y a toujours je pense à un truc. Il y a toujours ce mythe de est-ce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah oui. Tu vois, ça c'est un truc qu'il faut en parler, tu vois. Et alors toi, je pense pas que t'aies eu l'expérience encore. Eh ben cette question, je me la suis posée quand un marchand m'a prêté sa M2. C'est quoi le code G87, je crois. Oui, les dernières, les actuelles. La dernière M2. Parce que bon, j'ai pas été tendre, mais d'un autre côté, j'ai été fair. C'est-à-dire, j'ai eu une analyse équilibrée, comme je vous disais tout à l'heure, parce que moi, j'ai pas aimé du tout. Par contre, j'ai expliqué pour qui c'est très bien. Pour qui c'est moins bien. Et donc, voilà, c'est faire, c'est équilibré. Ouais. Et donc, j'étais droit dans mes bottes à ne pas que encenser sa voiture. Ouais. Et de toute manière, je pense que c'est la bonne, c'est le bon positionnement. Alors, moi, tu vois, d'expérience, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir, tu sais, tu proposes d'avoir des deals. Donc, on parle de deals rémunérés avec des constructeurs. Généralement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et le constructeur, il va te dire, voilà le script. Puis moi je dis, bah non, en fait, ça va pas être le script, c'est pas possible. Parce qu'en fait, là, on dirait une publicité de 15 minutes. Et c'est nul, en fait. Personne n'en retire rien. Donc, il faut, mine de rien, réussir à jongler avec, parfois certains éléments un peu imposés par le constructeur en disant, en fait, non, s'il y a des trucs qui me plaisent pas, ou s'il y a des trucs que je trouve mal faits, en fait, il faut le dire. Il faut le dire et il faut faire comprendre au constructeur que si on le dit pas, en fait, c'est de la perte de confiance, de nos abonnés. Oui. Et surtout, c'est pas bon, sauf que ça, c'est des trucs que parfois les constructeurs ont du mal à comprendre. Sauf que ça fait partie du truc. Bien sûr, c'est beaucoup plus vendeur de citer ce qui va pas, parce que le discours sera crédible. Bah oui. Et si ça aliène le non-client,
Bah c'est ok, parce qu'on faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Oui, et sauf que, mais tu vois, par exemple, moi je le dis, je sais pas si je devrais dire ça honnêtement, mais je m'en fous. De toute façon, je cite personne. Ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, ça m'arrive plus parce que j'ai appris et parce que j'ai beaucoup plus de capacité à dire non, on va faire comme ça. Ça fait 8 ans que je suis là, je sais comment ça fonctionne, etc. Mais ça m'est déjà arrivé vu que je voyais la somme d'argent qu'il y avait en face et que j'étais, tu vois, je me disais ça peut vraiment apporter une sécurité, etc. D'accepter des trucs ou d'accepter d'omettre des choses que j'aurais normalement dites, tu vois, parce que en fait je voulais que ce deal arrive, parce qu'il me le fallait, tu vois. Bah c'est compliqué. Et c'est là où tout à l'heure, quand tu disais que toi t'as commencé les réseaux sociaux avec des revenus déjà existants, c'est ça. C'est la clé. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps avec deux jeunes là, des mecs qui ont un Instagram qui s'appelle Colast Off. Ils passent souvent sur mon Instagram. C'est deux jeunes là qui font plein de vidéos avec des marchands que je salue. Je pense pas qu'ils écoutent, mais c'est pas grave. Je leur ai dit, ils se lancent un peu à fond sur les réseaux sociaux. Première question que je leur ai posée, je leur ai dit, est-ce que vous avez un job? Et ils m'ont dit oui, on a tous les deux un job, machin. Je lui dis, gardez votre job. Ouais. Je lui dis vraiment, gardez votre job le plus longtemps possible. Et au moment où vous voyez vraiment que vous pouvez faire le grand saut, faites-le. Mais surtout, ne vous lancez pas dans les réseaux sociaux sans argent. Parce que, on peut aussi parler de la difficulté du YouTube automobile. Ça coûte une fortune à faire tourner. Ça coûte faire des essais de bagnole, c'est à des années-lumière de faire des vidéos dans sa chambre. Oui. Et le truc, c'est que quand vous mettez en relation, quand vous n'avez pas de partenariat, quand vous êtes un YouTuber qui débute, et que dans une journée, il faut faire le déplacement pour aller vers la voiture que vous allez essayer, avoir une assurance professionnelle, payer la bouffe, parce que tu vas déjeuner, tu vas faire ton tournage, tu vas payer à la boulangerie 10 balles, etc. Mais le matos audiovisuel aussi. Le matos audiovisuel, alors aujourd'hui, on peut filmer avec un téléphone, on filme très bien avec un téléphone, mais bon, mine de rien, un iPhone ça coûte 1500 balles. Ouais, donc bon, voilà. Faut des micros corrects, ça coûte 300 balles. Le logiciel de montage. Final Cut Pro, je sais pas, c'est quoi, 150 €, un truc comme ça. Enfin, faut un ordi qui fonctionne. Il y a une somme de trucs, En fait, t'as déjà une somme de trucs importante, et mine de rien, les pleins d'essence, les déplacements, juste tu mets tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et quand on voit que sans avoir une marque sponsor derrière, ce que YouTube nous paye, bah si t'arrives à couvrir ses frais, ça sera déjà bien, mais t'arriveras pas à payer ton loyer avec. Ah bah non, tu fais ça à perte. Tu fais ça à perte complet. Et moi, c'est ça. J'ai pas mal de copains, tu vois, typiquement Mathias sur Friend sur Instagram, qui a son projet de 190 Evo 2 Resto Mode là. Mathias, il se concentre exclusivement sur les formats courts, TikTok et Instagram. Parce qu'en fait, il me dit, le truc, c'est que YouTube, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Et moi, quand l'année dernière, je regardais les chiffres, l'argent que ça me coûte de faire tourner la chaîne YouTube, par rapport à la facilité de faire du contenu court, faire tourner la chaîne YouTube, ça me coûte des dizaines de milliers d'euros par an. En déplacement, en hôtel, en machin, en frais de montage, en frais de tournage, ça coûte... Cadreur, monteur, ouais. De toute façon, c'est pas compliqué. Une vidéo où j'ai mon cadreur qui est une journée sur place et qui monte la vidéo, quand je prends tout, les frais de déplacement pour lui, le déjeuner pour lui et plus ce qu'il prend, ça me coûte 1200 € la vidéo. Bah ouais. Donc vous imaginez, là, alors il y a plein de gens il y a des gens qui vont me dire ouais mais tu peux faire moins, etc. Non. Alors c'est-à-dire oui. Si t'es en train de te dire ah non mais moi je ferais ça tout seul, ouais mais ça c'est comme moi. Et si tu fais ça tout seul, sache qu'il y a d'autres pièges, parce que apprendre le montage et monter une vidéo quand comme moi c'est pas son métier, mais ça prend un temps de malade. C'est-à-dire, c'est pas des heures, c'est des dizaines d'heures. On passe vite des dizaines d'heures à monter une vidéo. Mais ça, vous l'imaginez pas. Mais alors, pas ce podcast, parce que le pari qu'on s'est donné avec ce podcast, c'est de vous balancer ça brut de fonderie sans montage. Oui. Mais une vidéo travaillée sur YouTube, ça prend un temps monumental. Ouais. Et c'est énormément d'énergie, c'est énormément de concentration. Et puis, en fait, c'est pareil, tu vois, pour faire un tournage,
vous voyez les 20-25 minutes terminées. Ouais. Mais avant ça, il y a eu des dizaines d'heures de préparation, de logistique, de frais engagés, de discussions peut-être avec un partenaire, de trucs comme ça. C'est vraiment, en fait, moi quasiment à chaque fois que je fais une vidéo, je fais un mini business model pour savoir, ok, la rentabilité, ok, voilà ce que je peux dépenser, ok, voilà combien, enfin, vraiment c'est chaque truc. Et à chaque fois que je fais un projet, typiquement genre le road trip au Cap Nord, j'ai pas des moyens pour me dire, vas-y, je le fais, je n'ai rien à foutre. Pas du tout. C'est super intéressant parce que t'as dit tout à l'heure aux spectateurs, t'as dit oui, on peut se lancer aujourd'hui avec juste un smartphone parce que ça filme bien. Et c'est vrai, mais ça donne l'impression qu'on peut se lancer sans rien, sauf que on se lance avec un smartphone plus des dizaines d'heures à chaque fois. Ah bah oui. Et puis il faut pas oublier que il faut être, c'est un truc que je dis souvent aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent dans la photo et dans la vidéo. Parfois, je reçois des messages, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Je lui dis, sois un bon commercial. Voilà, c'est tout. En fait, fais ce que tu veux, mais sois un bon commercial. Et le truc, c'est que quand t'es youtubeur, au début, t'es commercial, monteur, éditeur, comptable, gestionnaire de projet, présentateur. En fait, tu fais 50 métiers. Alors, c'est bien, mais personne n'est omnipotent. Capable de tout faire, tout puissant. Moi je suis très bon pour faire certaines choses, nul à chier pour faire ça d'autres. Et aujourd'hui, avec l'expérience, je sais que l'une de mes grandes forces, c'est d'avoir réussi avec le temps de m'entourer de personnes qui tiennent la route à balle dans leur milieu respectif. Typiquement, j'ai une confiance absolue en Lucas, mon commercial, parce que c'est une machine de guerre. J'ai une confiance absolue en Damien, mon monteur / vidéaste, et en Pierre parfois, évidemment, pour les gros projets. J'ai une confiance absolue dans mon expert comptable, mon assureur, mon banquier, etc. Alors, avoir une confiance absolue dans les 3 derniers que j'ai cités, il faut toujours garder un petit pourcentage de marge quand même. Mais j'ai quand même une grande confiance en mon expert comptable. Parce que c'est un mec bien, c'est un putain de passionné de bagnole. Et d'ailleurs, je sais pas s'il écoute ce podcast, mais je sais ce que tu vas acheter, Flo. Il achète des voitures à répétition, c'est infernal. Et ça, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est ma grande force. Moi, je sais que je suis très bon pour faire des trucs, nul pour faire d'autres. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à, en même temps que je me découvrais, parce que bon, j'ai commencé, j'avais 20 ans, tu vois, je suis pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Et bah, me rendre compte que, justement, j'étais bon pour certaines, nul pour d'autres, et réussir à m'entourer pour avoir les personnes excellentes dans les domaines où moi, je suis claqué au sol. Et je sais plus du tout par où je suis parti pour arriver là, mais c'est une clé majeure. J'ai mis du temps à le comprendre. Après, j'ai mis du temps à le comprendre, mais et ça met du temps à trouver la bonne personne. La bonne personne du premier coup. Ah bah non. Oh là là, bah moi j'en ai eu des expériences, des agences. Et tellement c'était pas mon cas que c'est pour ça que j'aime bien travailler seul aujourd'hui aussi, parce que j'ai eu des mauvaises expériences. Ah bah c'est clair. Ah bah moi aussi j'ai eu plein de mauvaises expériences. Des mauvaises expériences avec des soi-disant agents, des soi-disant commerciaux qui te promettent monts et merveilles, fortune et richesse, fortune et célébrité, puis en fait au bout de 2 mois les mecs, il n'y a plus personne. Puis c'est un milieu aussi où toi t'es peut-être moins là-dedans, mais c'est un milieu, tu vois, où mine de rien ça se tire quand même beaucoup dans les pattes. Il y a beaucoup de concurrence cachée. Qui est un peu vicieuse, tu vois. Panier de crabe. C'est panier de crabe, tu vois. Tu sais, tout le monde s'aime, mais tout le monde se regarde un peu de loin, tu vois. D'ailleurs, c'est une des raisons, d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai bougé à Aix, parce que je voulais plus être dans ce milieu parisien, dans ce cocon là où tout le monde fait ça et tout le monde est matrixé. Non, je voulais pouvoir rentrer chez moi et puis entendre parler, tu vois. Et c'est comme n'importe quel milieu, tu me diras. Mais comme il y a beaucoup d'argent, comme il y a des questions d'ego, etc. Tu sais, ça peut vite être un peu bordélique. Bon. Je voulais qu'on case quelques conseils concrets et retours d'expérience pour ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui viennent de se lancer. Je vais essayer d'aller vite parce que on manque de temps et je dois t'amener Erwan à la gare. On est encore bon, hein. On est bon. Pas de panique. Déjà, démarre imparfaitement parce que
au début, de toute façon, personne te voit. Donc, si tu feras de la merde, et c'est parfaitement OK, parce que personne te verra faire de la merde, tu feras 17 vues, et donc on s'en fout. Deuxième conseil, c'est de soigner le son beaucoup plus que l'image. Regardez cette image-là. Ça, c'est la caméra que j'utilise pour faire mes vidéos. Regardez comme l'image, elle est un peu merdique. Bah ouais, parce que j'ai une caméra un peu merdique. J'ai acheté cette caméra il y a 8 ans. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais le son, par contre, j'ai des bons micros. Bah tiens, regardez. Ouais. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est bien 400 € le micro, là, plus les trépieds. Donc là, vous avez 1000 € rien qu'en son. Et c'est pas un hasard, le son, c'est important. Maintenant, faut qu'on parle, Erwan, de titre et de miniature. Ah, au secours. C'est le nerf de la guerre. Alors pourquoi c'est le nerf de la guerre? Parce que pour obtenir votre clic, bah, vous savez pas encore à quel point la vidéo elle est canon avant de cliquer. Donc, pour obtenir votre clic, il faut vous donner un titre qui va vous donner envie de cliquer et une miniature associée. Et ça, c'est super important parce que c'est un phénomène qui est non linéaire. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Un titre, le couplet, titre et miniature peut être 5% mieux et pour autant, ça va pas rapporter 5% de vues en plus. C'est-à-dire, un titre et une miniature qui est 5% mieux, ça peut apporter 50% de trafic en plus, 500% de vues en plus, ça peut rapporter 5000% de vues en plus, parce que vous avez fait un titre et une miniature qui est 5% mieux. Et c'est pour ça que j'ai investi typiquement plusieurs heures dans mon doublet titre et miniature. On a parlé de ma première vidéo que j'ai faite. Je me souviens encore de ce que j'ai marqué dans la miniature, tellement je l'avais bossé. J'ai marqué « On vous a menti ». Ah bah, ouais. Attaque directe. Ah ouais. Vous imaginez le truc? C'est « Ah bon? On m'a menti? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on touche quelque chose de super important, c'est le biais de négativité. Les êtres humains sont programmés pour être beaucoup plus attentifs, parce que ça nous a aidé dans la survie quand on vivait il y a 300 000 ans dans les savanes africaines. Ça nous a aidé d'avoir un biais vers tout ce qui pouvait être menaçant ou dangereux ou inquiétant ou flippant. C'est pour ça que sur YouTube, vous avez beaucoup de titres, et en tout cas les vidéos que vous voyez, parce que les vidéos qui ont des titres positifs, en fait, vous ne les voyez jamais, parce que personne n'a cliqué dessus, elles n'ont pas eu de bon watch time, donc elles sont noyées. Ce que vous voyez, c'est beaucoup de visages un peu alarmés, beaucoup de flips, beaucoup de peur. Des titres en rouge, en gros. Ouais. Donc, vous allez voir dans mes titres, il y a un biais de négativité qui est clair. Pour autant, on ne veut jamais aller dans du clickbait. Le clickbait, c'est attirer un clic sans délivrer en cohérence derrière. Donc, par exemple, sur la vidéo de la M3 où j'ai titré « On vous a menti », j'ai tout de suite démarré avec pourquoi on nous a menti sur ce modèle-là, pourquoi ce qu'on a dit dessus n'est pas juste. Donc, on délivre sur cette promesse-là. Autre chose, je vais vite, hein. Dans les miniatures, vous voyez, dans mes miniatures, il y a 3 éléments. Il y en a jamais 4. C'est-à-dire, il y a la voiture, il y a mon visage et il y a un titre. Il a été montré dans des études que plus de 3 éléments et on commence à s'y perdre. En tout cas, quand on est en train de scroller et qu'il faut arrêter l'attention de la personne tout de suite. Alors pourquoi on met nos visages? Et ben là aussi, on a un biais qui est très humain. C'est-à-dire, l'humain, il a une sensibilité outre mesure par rapport à d'autres visages humains. Et qui plus est, un visage qui est expressif, qui communique une émotion. Donc on va incarner l'émotion sur laquelle on délivre dans la vidéo. On va la surjouer un peu. On va la surjouer à 120% pour noircir le trait, pour que vous puissiez arriver. Et tout l'enjeu ensuite, c'est de délivrer sur cette promesse pour que vous soyez pas déçus et que vous restiez évidemment. Tout ça pour dire que finalement, en fait, aujourd'hui, de par déjà l'évolution naturelle des vidéos, donc de la technicité, etc., mais aussi face à la multitude de contenus qu'il y a, nous, en tant que créateurs de contenu, forcément, en plus d'essayer de faire du bon contenu, ce qu'on essaie de chercher, c'est votre attention. Et donc, aujourd'hui, pour réussir à capter l'attention déjà ultra diffuse des spectateurs, en fait, c'est devenu de la psychologie pour réussir à le faire, quoi. Ouais. Et typiquement, tu vois, on en avait parlé plein de fois, moi, je me suis
jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, intéressé à la partie statistique des vidéos. C'est-à-dire que j'ai plein de potes, tu vois, dont toi d'ailleurs, qui vont regarder le watch time, pourquoi ça n'a pas marché à tel moment, est-ce que telle miniature elle a mieux marché, tu sais, moi j'en ai toujours rien à foutre. J'ai toujours dit, je fais des super vidéos, les gens les regardent ou pas, ce qui est complètement con. C'est ce qui est stupide, parce que en vrai de vrai, je devrais avoir, vu comment dire, pas la longévité, mais ça fait tellement longtemps que, entre guillemets, je suis là sur les réseaux sociaux, je devrais avoir beaucoup plus de... Oh, tu sais, je suis beaucoup plus comme tu viens de le dire que tu ne le crois. Hein. Je ne suis pas assez dans mes statistiques et c'est la faute à notre passion. On est passionné, on n'a pas envie de s'emmerder dans des graphiques et des tableaux. On a envie de vivre notre passion. Ouais, et tu vois quand tu discutes avec, moi j'ai discuté pas mal avec Shmi 150. Lui, il regarde que ça. Après, lui, il est taré de ça, mais il regarde que ça. Il a toujours, quand tu le regardes, quand tu l'écoutes en interview, etc. C'est une force. Et c'est une force de malade. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donnait. Mais c'est vrai que moi, c'est pas que j'ai toujours fait un peu au petit bonheur la chance, mais un peu. Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, j'ai été obligé de m'y mettre. De me mettre au travail des titres, des miniatures, etc., de jouer sur les biais cognitifs, sur les couleurs, la manière dont les titres sont faits, etc. Sauf que moi, je suis pas graphiste pour 2 ronds, donc ça me rend fou. Du coup, il faut payer des graphistes aussi pour faire la miniature. Mais ou alors, faut passer 100 heures comme moi à apprendre le sujet. Moi, je suis incapable de faire ça m'emmerde tellement. Moi, je sais pas me forcer pour faire un truc, donc et donc ouais, mais c'est super compliqué. Et pour terminer, je pense, aujourd'hui, tu vois, les algorithmes le montrent, en fait, tout notre contenu, il peut être bien ou moyen, il y a une part... En fait, déjà, nous, on n'est jamais au courant en tant que créateur de l'algorithme. On peut se renseigner, mais on sait jamais exactement ce qui se passe. On sait rien. Et là, depuis 1 an, par exemple, on voit clairement, déjà, la monétisation a été divisée par je sais pas combien, et en plus de ça, les chaînes anciennes sont poussées vers les tréfonds de YouTube par l'algorithme. Et les chaînes récentes explosent toutes, et toi t'es arrivé dans ce truc-là. T'es arrivé dans ce truc-là où t'avais un mix de plein de paramètres qu'on a cités, et en plus de ça, t'as été propulsé par l'algorithme. Ah, c'est possible. Alors que moi, mes vidéos, et c'est pas une excuse pour dire que des vidéos marchent moins que d'autres, mais il y a des fois, il y a des changements qu'on ne comprend pas. Plein de paramètres nous échappent. Moi, typiquement, le dernier exemple en date, ça pareil, c'est un stress de la réalité de la création de contenu, c'est que quand t'es payé par une marque et que ta vidéo elle performe pas, t'as intérêt à sacrément te creuser les méninges pour trouver des solutions. Et typiquement, moi j'avais fait une vidéo en partenariat avec Dacia pour faire un essai du Sandrider, donc leur voiture du Dakar, opportunité de malade, génial, on a fait une vidéo trop bien, on a des on-board avec Nasser, etc. Enfin c'est un truc de malade avec un champion du monde, etc. Un champion du Dakar et un grand pilote. Je poste la vidéo, une hécatombe. Genre vraiment, la vidéo, elle fait 2000 vues en 24 heures. Alors que normalement, ma chaîne, c'est entre 10 et 15 000 vues en 24 heures, tu vois. Et là, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Genre, il y a un problème, tu vois. Rien, zéro engagement, rien. Non, mais et je me dis, attends, c'est pas possible. Donc, t'imagines que je suis payé pour faire cette vidéo. C'est gênant, Ah bah, c'est la merde. Genre, c'est vraiment, c'est chaud, quoi. Et donc, je me dis, ok, bon, là, j'ai pas de solution. Je supprime la vidéo et je la reposte le lendemain avec un titre et une miniature complètement différents, sachant que en général quand tu supprimes ta vidéo et quand tu la repostes, t'as pas besoin. Ouais, mais quand j'ai redonné vie à ma deuxième vidéo, je l'ai pas supprimé et reposté, j'ai juste changé titre et miniature et ça a explosé dans un mur vertical. En fait, là, c'était tellement catastrophique que je me suis dit c'est pas possible, il y a un problème. Et du coup, je l'ai supprimé, je l'ai remise le lendemain en ayant changé 2 mots dans le titre, et changé la miniature. La vidéo, elle a 170 000 vues. Et ben voilà ce que je disais. Incompréhensible. Voilà ce que je disais. 5% de mieux dans le couplet titre et miniature, ça peut faire plus 500%, plus 5000%. C'est un truc de fou. Complètement. Et c'est vraiment un truc de fou. Et aujourd'hui, YouTube a des méthodes pour tester. On sait rarement ce qui va bien performer sur YouTube. On sait jamais. J'ai fait récemment une vidéo qui a explosé. C'était la première vidéo que j'ai fait sur les modifications techniques. J'avais pris ma caméra, j'avais pris une de mes vieilles bagnoles, je me suis posé sur un parking de Lidl un dimanche. Et je m'attendais à ce que ça fasse bof. En fait, ça a intéressé tout le monde. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un côté extrêmement... La pression des chiffres, c'est une vraie pression.
La pression de délivrer les résultats, des attentes, etc. C'est marrant parce que, il y a une perception de liberté. D'un côté, on a une liberté absolue, et d'un autre côté, on a beaucoup de contraintes. Donc la liberté, elle est toute relative. Ah, mais ça dépend comment on voit le sujet. On a un nombre de contraintes qui est inimaginable, et c'est pas pour se plaindre, c'est juste que c'est vraiment un métier qui est très bizarre, extrêmement technique, et dans lequel on n'a pas vraiment de parachute, quoi. Non. C'est quand tu fais ça à plein temps, à part réussir à faire mieux, t'as pas trop de parachute. Alors d'un côté, c'est un peu vrai pour tout, c'est-à-dire que, je sais pas, si t'es une boulangerie et que tu t'essaies pas de t'améliorer, bon, voilà, quoi. Oui. Mais, nous, ça peut, enfin, les montagnes russes sont extrêmement importantes. Ah, les montagnes russes, faut le cœur bien accroché, Ah ouais, faut vraiment le cœur bien accroché. Et puis au milieu de tout ça, il y a parfois tu te prends des insultes un matin à 8h, tu te réveilles, tu vas passer une bonne journée, puis il y a un mec qui te dit que t'es une merde, bon, c'est un peu... Disons que si t'as une aversion au risque, n'y va même pas. Mais pourtant, moi, ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même... Mais oui, mais plusieurs fois... une grosse aversion au risque. Plusieurs fois, Erwan, je t'ai demandé, mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube? T'as l'air de pas avoir confiance dans ton propos, t'as l'air d'avoir une aversion au risque, je comprends pas ce que tu fous là. J'ai un peu deux personnalités par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, dans la vie de tous les jours, alors ça dépend pourquoi, toujours, parce que je suis capable d'aller rouler à 250 au Nürburgring, mais je vais avoir des difficultés à faire d'autres trucs. Mais j'ai une aversion au risque qui est en général assez importante, mais j'étais tellement persuadé de mon truc, et en fait l'automobile c'est tellement un sujet où je pense que je m'y connais très bien, en tout cas dans mon domaine de compétences, qui est la compréhension des voitures et de ce qu'elles apportent en termes de sensations, d'émotions. Voilà, grosso modo c'est ça mon truc, parce que je suis pas mécanicien par exemple, j'y connais rien, enfin pas grand chose. Mais je sais pas, j'ai toujours été persuadé que j'étais bon là-dedans et que j'avais un truc à raconter, et donc je l'ai fait. Mais pour moi, ça a été j'ai vécu des centaines de moments extraordinaires, mais ça a été aussi un vrai chemin de croix. Genre franchement, et quand je dis un chemin de croix, j'exagère pas. Genre tous mes potes, tous mes amis vraiment très proches qui ont vécu avec moi ces dernières années pourront tous dire, il s'est accroché quand même. Parce que ça a jamais été un long fleuve tranquille. Et là, c'est la première année où ça se passe vraiment bien, où financièrement je suis vraiment tranquille, etc. Donc au bout de 8 ans, c'est ma 8e année. Et là j'en ai discuté avec mes potes le week-end dernier, ils m'ont dit putain, tu t'es accroché quand même. Parce que, et tout le monde. Donc c'est l'envers du décor, quoi. Et ben voilà, la réalité. Alors, j'ai conscience du temps qui passe, Erwan, parce qu'il faut qu'on parte dans 7 minutes. Ah! Ah ouais! Bon. Bah ouais, parce qu'il faut qu'on soit à la gare à 11h45 et après j'ai la petite à chercher à la crèche à midi. On a des impératifs durs. Bon, on a 7 minutes pour soit des news, soit des questions. Ouais, ça va être short, hein. Je dis un truc avant. Tu m'emmènes à la gare avec la Panda 100 HP. Mieux que ça. C'est toi qui m'emmène. C'est toi qui va conduire. Qui vais conduire. Alors il y a 10 km, même pas, 7 km. Erwan pourra vous dire la semaine prochaine ses impressions de la 100 HP. Si j'achète ou si j'achète pas. Et en plus, elle est déjà chaude parce que ma femme l'a sortie ce matin. Ah ouais, impeccable. Question, du coup, moi j'en ai, mais qui sont un peu longues, donc j'en ai une rapide qui est pas mal. Pierre Williamson 2902 qui a dit: question, pensez-vous qu'il est important de respecter un certain parcours automobile dans la possession de ces véhicules pour mieux apprécier l'expérience de conduite et donner davantage de sens à sa passion? Il prend comme exemple un jeune qui roule en GT3 RS directement. Est-ce que c'est un peu griller les étapes? Ce qui est super important, je trouve, dans le parcours automobile, c'est que c'est seulement en ayant possédé certains gros modèles, je me suis aperçu qu'on arrive à apprécier paradoxalement les plus petits. Ouais. Je l'ai dit dans ma vidéo sur la Boxster première génération 986 2,5 litres 200 chevaux. J'ai raconté dans cette vidéo que la Porsche que j'avais juste avant, c'était une 997 GT3 RS 3,8 litres. Quand même, c'est une sorte d'aboutissement de la sportivité automobile. C'était à la lumière de cette voiture-là que je pouvais apprécier le Boxster, parce que si j'étais pas passé par une GT3 RS, j'aurais jamais pu apprécier la Boxster, parce que je me serais tout le temps dit, oui, c'est super, et si ça c'est super, qu'est-ce que ça doit être mieux quand on a une GT3 RS? Ouais.
Le parcours, il apporte ça. Le parcours, il apporte ça, et moi je dirais surtout que, parce que forcément c'est une question de moyens, quelqu'un qui a les moyens de s'acheter une GT3 RS direct, je vais pas lui dire, bah non, achète-toi une Golf GTI d'abord, et puis tu verras après. Bah non, fais-toi plaisir mec, on a qu'une vie, tu vois. Mais, dans la logique, moi si je devais donner un conseil, c'est d'essayer des voitures différentes, et surtout d'essayer différentes architectures moteurs. D'essayer une voiture propulsion, d'essayer une traction, d'essayer une propulsion moteur arrière, d'essayer une propulsion centrale arrière, d'essayer une propulsion moteur avant. Tu vois, déjà différentes bagnoles, parce qu'en fait, que ça soit des petites voitures, des voitures même à entre 15 et 30 000 balles, les expériences que vous allez avoir dans ces différentes architectures vont se reproduire dans des voitures à 300 000 balles avec les mêmes architectures. Ça sera juste des niveaux de performance, de sensations différents, mais dans la conduite pure, ça sera mine de rien très proche. Et ça, je trouve que c'est un bon truc à garder en tête quand vous voulez vraiment changer d'expérience de conduite, changer d'architecture moteur. Parce que ça va peut-être vous faire découvrir quelque chose que vous aimez ou que vous aimez pas. Moi, typiquement, je sais que j'adore le moteur avant, propulsion, assis sur le train arrière. Caterham, BMW M, j'adore ça. Typiquement, une 911, je suis pas fan. Parce que l'architecture m'emmerde. Ouais, je comprends. Et un moteur central, je vais bien aimer, mais pour d'autres choses. Tu vois, je vais bien aimer pour une conduite fluide sur la route, etc. Un peu la voiture qui pivote au frein. C'est ça. Et une propu, moteur avant assis sur le train arrière. Je veux des sensations. Je veux un truc qui glisse, je veux un truc qui est énervé. Et au final, c'est ce que j'aime le plus. Je rajouterais, en abondant dans ton sens, essayer des époques différentes. Ça va apporter un panel de culture très différent aussi. Alors, si vous êtes emmerdé par les vieilles voitures à carbu, peut-être oublier les années 60, démarrer dans les années 70, il y aura une saveur particulière, vous allez vous habituer à conduire sans ABS, sans aucune aide évidemment. Plus vous allez progresser dans les décennies, plus on va monter en performance, mais en même temps les voitures seront plus exploitables, donc c'est tout à fait différent. Faut vraiment tester les différentes décennies. Et en fait, même pour finir là-dessus, ce qui est intéressant, je trouve, dans la découverte de l'automobile, c'est que, pour moi, les architectures moteurs, ces différentes architectures, c'est un peu la base de tout. Et ensuite, au fur et à mesure des expériences automobiles que tu vas avoir, tu vas comprendre comment chaque marque met sa philosophie dans telle ou telle architecture. Et tu vas comprendre qu'une Porsche, du coup, que ce soit un Boxster ou une GT3 RS, il y a toujours des similitudes. Une Mercedes, il y a toujours des similitudes, entre une A45 et une classe S63 AMG ou une SLS, il y a toujours des similitudes. Et en fait, moi, c'est ce qui me passionne, c'est comprendre la philosophie de la marque et voir comment, ils foutent cette philosophie un peu leur sauce magique dans telle voiture, et ensuite selon les spécificités de la voiture. C'est super intéressant ce que tu dis. Quand, par exemple, j'ai eu la chance de posséder en même temps une Ferrari 348 et une Ferrari 512 TR, c'était hyper instructif de sentir ce dont tu parles, ce noyau dur de similitude qui était présente dans les deux. Alors que pourtant, c'est des voitures qui sont très différentes. Très différentes. Mais tu retrouves la même chose. Et typiquement, moi, c'est un truc que je me souviens du moment où j'ai découvert ça chez BMW. J'avais essayé plusieurs BMW sportives. Je m'étais dit, putain, c'est génial. Et un jour, j'ai essayé, je m'en souviens, une série 1, une 120D. Même pas Pack Sport. Et je l'ai conduite. Et je me suis dit, la vache, mais c'est hyper dynamique, ce truc. Et je me suis dit, mais attends, je retrouve cette sensation de BMW sportive. On croirait pas, Et ensuite, j'ai essayé un X2, une espèce de petit SUV un peu bizarre, là. Et j'ai ressenti la même chose. Et je me suis dit, attends, mais c'est quoi ce bordel? C'est l'ADN du constructeur. C'est quoi cette marque? C'est une philosophie, c'est une approche, une conception, une vision. Et donc, voilà, notre conseil. Nous fuyons. On terminera là-dessus, parce qu'il faut qu'on se casse. On fera des news la prochaine fois, du coup. Et espérons-le un peu plus de questions aussi pour honorer les questions que vous nous posez. Bien sûr. On les garde, notées de côté, et on les adressera peu ou prou à un moment. C'est ça. Merci pour votre patience. Merci à tous. On vous dit à bientôt. À la prochaine.